Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur Monsieur Mystic Horror Stories. Aujourd'hui, je reviens avec 9 histoires profondément troublantes provenant de l'une des régions les plus isolées et hantées d'Amérique. Dans cet épisode, nous voyagerons dans les recoins cachés et les crêtes oubliées de l'Appalache profonde, où les montagnes gardent des secrets et l'obscurité a des dents. Ce sont 9 des histoires d'horreur vraies et vivantes les plus perturbantes de l'Appalache profonde. Chacune partagée par des individus qui ont survécu à des rencontres qui défient toute explication et continuent de les hanter à ce jour. Chaque récit que vous allez entendre a été méticuleusement recherché et adapté à partir de témoignages réels fournis par ceux qui vivent encore parmi ces collines anciennes, où l'aide est à des heures de distance et où certaines choses valent mieux rester ininterrompues. Pour protéger l'identité et la vie privée de ceux qui ont eu le courage de partager leurs expériences, certains noms, lieux et détails d'identification ont été soigneusement modifiés. Mais la terreur reste intacte. De disparitions inexplicables à des créatures qui ne devraient pas exister, de forces qui manipulent la Terre elle-même aux crimes enfouis sous des générations de silence. Ces histoires révèlent ce qui arrive vraiment lorsque vous vivez là où la civilisation se termine et où commence l'ancienne nature sauvage. Si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner à Monsieur Mystic Horror Stories pour du contenu d'horreur vrai quotidien qui vous empêchera de dormir la nuit et vous rappellera pourquoi certains endroits sont destinés à rester vides. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer l'appel de l'obscurité. Car ici, dans l'Appalache profonde, il appelle souvent et il connaît toujours votre nom. Édouard a grandi dans une partie des montagnes qui apparaissait à peine sur n'importe quelle carte. Un repli étroit de terre que tout le monde appelait simplement le vallon. La route se terminait en impasse à une vieille église d'une seule pièce qui n'avait pas tenu de service depuis des décennies. Sa peinture blanche s'était écaillée depuis longtemps. Ses fenêtres étaient barricadées de l'intérieur. Au-dessus de la ligne de toit affaissée, suspendue à un cadre en bois penché, se trouvait une cloche en fer rouillé si vieille que le lichen poussait sur ses flancs comme des plaies cicatrisées. Les gens du vallon parlaient de cette cloche comme d'autres endroits parlaient des sirènes de tornades ou des bulletins d'urgence. Si elle sonnait après minuit, quelqu'un dans la vallée ne verrait pas le matin. Au moment où Édouard était assez grand pour aller à vélo jusqu'à l'église seul, il connaissait déjà l'histoire. Sa grand-mère aimait la raconter quand le courant s'éteignait et que la seule lumière était la lueur orange d'une lampe à pétrole sur la table de cuisine. Elle s'asseyait avec ses mains fines croisées et disait que la cloche avait autrefois appelé les gens au culte, mais après la catastrophe minière des années 40, elle les appelait aux funérailles à la place. Il y avait eu un homme à l'époque, disait-elle, un étrange homme au parler doux qui s'était chargé de sonner la cloche chaque fois qu'il y avait de mauvaises nouvelles à partager. Quand la mine s'est effondrée et que 21 hommes ont été piégés à l'intérieur, il a fait sonner toute la nuit, longtemps après que quiconque avait cessé d'écouter les survivants. Une semaine plus tard, il a marché sur le chemin de terre vers l'église au crépuscule, et personne ne l'a jamais revu. Certains disent qu'il est entré dans les bois derrière cette église et n'en est jamais revenu, murmurait-elle. Certains disent que la montagne l'a pris en paiement. De toute façon, cette cloche n'a plus été normale depuis. Elle sonne quand elle n'a pas lieu de sonner. Enfant, Édouard adorait lever les yeux au ciel face à ces avertissements, mais il refusait toujours de toucher la corde qui pendait de la poutre tordue. Les après-midi d'été, il traînait dans l'herbe haute, jetait des pierres dans les cadres de fenêtres vides, faisait des cercles paresseux sur son vélo dans le gravier. Quand il regardait la cloche, il pouvait juste apercevoir la masse sombre du battant à travers la gorge rouillée, toujours lourde, inutile. Il se disait que les tempêtes la faisaient parfois vibrer, que le vent pouvait l'attraper par accident. C'était rassurant d'avoir des raisons qui n'impliquaient pas des montagnes prenant un paiement et des hommes morts qui sonnaient pour les condamner. Il a quitté le vallon juste après le lycée, comme la plupart des enfants qui avaient le choix. Il a essayé l'université un moment, puis le travail en usine dans une plus grande ville où le ciel nocturne brillait d'orange et où vous pouviez commander de la nourriture après minuit sans planifier 3 jours à l'avance. Le vallon mijotait au fond de son esprit comme une vieille casserole sur une plaque arrière, trop loin pour s'inquiéter, trop familier pour oublier. Il appelait sa grand-mère chaque dimanche et écoutait patiemment pendant qu'elle se plaignait de ses genoux et du prix des œufs et des nouvelles personnes achetant des terres en dehors de la vallée. Des gens qui ne savaient pas comment vivre avec la montagne. Puis, au début de sa trentaine, tout a changé. Sa grand-mère est tombée sur les marches un matin glacé et s'est brisé la hanche. Au moment où le voisin l'a trouvée, le froid avait déjà fait son œuvre. Elle a survécu, mais elle ne vivrait plus seule. L'assistante sociale de l'hôpital a suggéré doucement que c'était soit la maison de retraite, soit la famille, et il ne restait plus personne sauf Édouard. Il a emballé sa vie dans un pick-up, conduit 4 heures vers la campagne, et s'est retrouvé une fois de plus sur la route de gravier étroite qui se terminait à l'église et à la vieille cloche rouillée. Le vallon avait rétréci en son absence. Des maisons, dont il se souvenait, avaient disparu, leurs fondations englouties par les mûriers et les sumacs. La mine avait fermé pour de bon, et avec elle le magasin, le bureau de poste,
l'arrêt de bus. Ce qui restait était une rangée de vieilles caravanes et de fermes affaissées. Une poignée de familles qui avaient toujours été là et semblaient déterminées à ne aller nulle part ailleurs. La maison de sa grand-mère était basse et tordue, mais elle l'a accueilli à la porte avec une marchette et une lueur obstinée dans les yeux. « Tu es revenu », dit-elle comme si elle avait toujours su qu'il le ferait. La vie s'est rapidement rétrécie. Ces jours sont devenus une boucle de corvées, de planning de médicaments, de rendez-vous de physiothérapie et de lente conduite jusqu'au seul magasin d'alimentation qui acceptait encore les bons alimentaires sans lever les yeux au ciel. La nuit, le vallon était plus silencieux qu'il ne se souvenait, le genre de silence qui pressait contre les fenêtres et rendait le tic-tac de l'horloge murale incroyablement fort. La première fois qu'il entendit la cloche à nouveau, ce fut presque un soulagement. Cela arriva une nuit chaude de septembre, longtemps après que sa grand-mère se soit couchée. Édouard était assis seul à la table de cuisine avec une tasse de café, feuilletant une pile de factures impayées, essayant de ne pas calculer lesquelles pouvaient attendre. Les fenêtres étaient ouvertes, et le rideau fin s'agitait occasionnellement avec la douce respiration de la nuit. Quelque part, un chien aboya une fois, vif et agacé, puis se tut. Pendant un moment, il n'y avait rien d'autre que le bourdonnement du réfrigérateur et le doux ronflement de sa grand-mère dans le couloir. Puis, très faiblement, une seule note de fer descendit le vallon. Édouard se figea, le café à mi-chemin de ses lèvres. Le son n'était pas fort, pas comme dans ses souvenirs d'enfance, mais il était incontestable. Ce ton métallique creux particulier, la façon dont il tremblait dans l'air juste un peu trop longtemps. Il posa la tasse et écouta, chaque muscle rigide. Rien ne suivit. Pas de deuxième son, pas de rafale de vent secouant les arbres dehors. Après une minute, il se dit que cela devait être son imagination. Un claquement aléatoire du jardin d'un voisin que son cerveau avait déformé en une histoire familière. Il ferma les fenêtres, se dit que c'était pour les moustiques, et se coucha, faisant semblant que ses mains ne tremblaient pas encore. 2 jours plus tard, le vieux monsieur Collins de la Crête est mort dans son sommeil. Le cœur, disait-on, aurait pu lâcher n'importe quand. Si le timing dérangeait quelqu'un, il ne le disait pas à voix haute. Les gens du vallon avaient appris lentement et douloureusement qu'il valait mieux ne pas trop s'appuyer sur les raisons. Certaines choses arrivaient, d'autres non. La montagne ne s'expliquait pas. Des semaines passèrent. L'automne glissa des crêtes plus hautes, transformant les arbres en bronze et rouge sang. Les soirées devinrent plus froides, les nuits plus claires. Édouard resta occupé avec l'entretien du poêle à bois, le calfeutrage des fenêtres, la réparation de l'affaissement au-dessus du porche avant. Il essaya de ne pas penser à la cloche. Quand il passait devant l'église en allant en ville, il refusait de jeter un coup d'œil en haut de la colline vers le cadre tordu et le poids de fer rouillé qui pendait là, immobile. Une nuit sans vent fin octobre, il l'entendit à nouveau. Cette fois, il était déjà au lit, à moitié endormi. La pièce éclairée seulement par la faible lueur orange de la veilleuse dans le couloir que sa grand-mère insistait pour avoir. Ses yeux s'ouvrirent en grand à la première note, un doux carillon qui semblait à la fois incroyablement lointain et inconfortablement proche. Il fut suivi d'une autre, légèrement plus forte, puis d'une troisième qui sonna si clair qu'il pouvait entendre le frémissement du métal. Le son s'infiltra sous la porte, s'enfonça dans le matelas, mit ses dents en détente. Dans la pièce voisine, sa grand-mère commença à gémir. Il fut sur ses pieds avant de réaliser qu'il avait bougé. Le couloir semblait plus froid qu'il ne devait l'être, les planches fraîches sous ses pieds nus. Il poussa la porte de sa chambre et la trouva assise droite dans son lit, les doigts serrant la courte pointe, les yeux grands et vitreux. « Tu l'entends » chuchota-t-elle. Il avala sa salive. Ce n'est que le vent sur le matériel. Mamie. Peut-être qu'une branche est tombée dessus. La cloche tinta à nouveau, plus fort, coupant son mensonge comme un couteau. Cette fois, elle semblait presque en colère. Sa grand-mère secoua lentement la tête. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas une feuille qui bouge dehors. Cette chose ne sonne pas toute seule. Il voulut argumenter, mais un autre son traversa le vallon, le réduisant au silence. Des sirènes, faibles, lointaines, serpentant leur chemin sur la route de la vallée. Au matin, tout le monde savait qu'un garçon de l'autre côté de la crête avait renversé son camion sur le pont à une seule voie, déchirant le garde-corps et tombant dans le ruisseau 20 pieds plus bas. On disait qu'il aurait pu survivre à la chute si l'eau avait été plus haute, mais cela avait été un mois sec. La cabine heurta des rochers, écrasée comme une boîte de conserve. L'équipe de secours la sortit, fermeture éclair jusqu'au menton. La cloche funéraire en ville sonna le lendemain, formelle et appropriée. Mais les gens du vallon ne parlaient pas de celle-là. Le sommeil devint un étranger pour Édouard après cela. Il restait éveillé la plupart des nuits, écoutant le silence comme un homme écoutant une bombe à retardement. Chaque craquement de la vieille maison, chaque crépitement de bois de chauffage s'installant, devenait une autre petite trahison de sa rationalité fragile.
Il se dit 100 fois que le métal rouillé pouvait bouger tout seul, que les vieux supports se déformaient la nuit et que la gravité faisait le reste, que les rats des boîtes et les hiboux et l'ennui pouvaient jouer des tours à un esprit fatigué. Rien de tout cela n'importait à 3 heures du matin, quand l'obscurité dehors semblait assez épaisse pour toucher. La 3e fois que la cloche sonna, il n'essaya pas de l'expliquer. C'était début décembre. Le ciel, une dalle d'ardoise basse pressant sur les montagnes. Sa grand-mère avait été plus mal toute la semaine. La douleur rongeant les médicaments. La confusion s'insinuant dans son discours. Cette nuit-là, elle s'endormit vers 10 heures, mais sa respiration semblait mince, incertaine, comme si ses poumons s'étaient fatigués de l'effort. Édouard s'assit à côté de son lit avec un livre qu'il ne lisait pas, une main reposant légèrement sur sa couverture. Le fourneau s'allumait et s'éteignait. Quelque part dans la maison, une tuyauterie cliquetait en refroidissant. Les heures s'écoulèrent, mesurées en tours de page et petits ajustements de la courte pointe autour de ses épaules. Quelque temps après minuit, le monde sembla faire une pause. Le fourneau se coupa en plein cycle. Le cliquetis s'arrêta. Même les insectes nocturnes s'étaient tus dans leur tombe d'hiver. Le silence était si complet qu'on aurait dit que quelqu'un avait jeté une lourde couverture sur tout le vallon. Le premier coup de cloche le brisa. Il dévala la vallée avec une profondeur qui fit vibrer ses os. Une longue, lente note qui semblait commencer quelque part loin sous terre et monter à travers le socle rocheux. Les yeux de sa grand-mère s'ouvrirent en grand. Non, halta-t-elle, voix mince et papier. Pas encore. Pas encore. Le deuxième coup suivit, plus proche, plus fort. Édouard pouvait le sentir dans sa poitrine, un coup creux, comme si le son lui-même frappait. La main de sa grand-mère jaillit et se referma sur son poignet avec une force surprenante. N'ouvre pas la porte, siffla-t-elle. Peu importe qui tu entends. Tu me comprends, garçon? Peu importe ce que tu entends. Il essaya de la calmer, de dire que les ambulanciers ne venaient pas, que personne n'était à la porte. Puis, comme si invoqué par son déni, vint un faible, hésitant coup à l'avant de la maison. 3 doux coups, puis silence. La cloche sonna à nouveau. Le coup se répéta un peu plus fort. Il se dit que ce devait être un voisin, une urgence de nuit tardive, quelqu'un qui avait vu une lumière dans leur fenêtre et venait chercher de l'aide. Il faisait un froid glacial dehors. Qui que ce soit ne devrait pas rester debout sur le porche. La poigne de sa grand-mère se resserra presque douloureusement. « Tu restes assis là, chuchota-t-elle. Tu ne bouges pas. Si c'est pour moi, cela entrera tout seul. » Quelque chose dans sa façon de le dire trancha à travers sa politesse instinctive comme un rasoir. Il se rassit lentement, chaque nerf hurlant, et fixa la porte de la chambre. La cloche tinta à nouveau, et les coups à la porte d'entrée se dissolurent en un étrange grattement, comme des ongles traînant lentement sur du bois. Il glissa le long du bardage sous les fenêtres, traçant un lent circuit autour de la maison. Chaque fois que la présence invisible passait une fenêtre, la cloche sonnait. Au 4e tour, le son était si proche qu'il pouvait le suivre par la vibration seule. Le plâtre tremblait dans les murs. La poussière tombait du plafond. Quelque part dans le salon, un cadre photo bascula et se brisa sur le sol. Sa grand-mère chuchota quelque chose qu'il ne put saisir. Une vieille prière, peut-être. Des mots usés jusqu'au souffle et à la syllabe. Au 7e coup, tout s'arrêta. Le grattement, la vibration, le poids dans l'air. Le silence se précipita dans le vallon avec une force presque physique. Édouard réalisa seulement alors qu'il avait retenu son souffle. Il le laissa sortir dans une lente expiration tremblante et se tourna vers sa grand-mère pour faire une plaisanterie forcée sur les imaginations débordantes et le mauvais câblage. Ses yeux étaient ouverts, fixant le plafond, mais la lumière s'en était allée. La maison funéraire vint l'après-midi suivante. Le pasteur de la ville conduisit pour dire les bonnes paroles et promit qu'elle était allée dans un endroit meilleur. Les voisins apportèrent des plats en sauce et des gâteaux de livres, le serrant dans cette façon maladroite et solide de la montagne qui disait plus par le silence que la plupart des gens ne le faisaient avec des discours. Personne ne lui demanda s'il avait entendu la cloche. Personne ne lui dit que tout irait bien. Il dormit sur le canapé pendant des semaines après cela, incapable de faire face à la chambre vide. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait l'ombre du cadre de la cloche sur la colline, noire contre le ciel d'hiver. Il se dit qu'il devrait l'enlever, que ce n'était que du vieux métal et du bois mort. Rien de sacré là-dedans. Il y alla même une fois avec une échelle et une poignée d'outils. Mais quand il sortit du camion et regarda en haut vers le poids de fer rouillé qui pendait là, ses jambes devinrent faibles. Quelqu'un était venu avant lui. À la base du cadre, pressé dans la terre gelée, se trouvaient de petites piles soigneuses de choses, des pots pleins de dents et de boutons, des touffes de cheveux attachées avec du fil, de minuscules os d'animaux arrangés en cercle. Glissée dans le poteau altéré par les intempéries se trouvait une photographie,
humide et recroquevillée, de sa grand-mère enfant debout devant la même église. La corde qui avait pendu de la poutre quand il était garçon avait disparu. À sa place, quelqu'un avait attaché une corde plus fine, plus neuve, tressée à partir de ce qui ressemblait de façon inquiétante à de longs cheveux gris. La cloche elle-même pendait silencieuse et immobile, mais alors qu'Édouard se tenait là dans l'air glacial, il devint conscient d'une pression aux limites de son oui, comme la suggestion d'une note juste au-delà de la portée humaine. Ses mains commencèrent à trembler. Il laissa l'échelle dans les mauvaises herbes et recula lentement, incapable de détacher ses yeux de la cloche. Au moment où il atteignit son camion, sa gorge se sentait à vif, comme s'il avait crié longtemps sans faire de bruit. Il déménagea en ville le printemps suivant, louant un studio au-dessus d'une laverie automatique et se disant que c'était pour le travail, pour la commodité, pour n'importe quoi sauf la peur. Quand les gens demandaient d'où il venait, il disait juste « là-haut dans les collines » et changeait de sujet. Il ne mentionnait pas le vallon. Il ne mentionnait pas la nuit où la cloche avait fait le tour de la maison de sa grand-mère, frappant doucement, attendant d'être invité à entrer. Des années plus tard, quand quelqu'un au bar racontait une histoire d'amis à propos d'une étrange cloche suspendue au-dessus d'une église abandonnée au fond des montagnes, une cloche qui sonnait avant chaque mort, il jeterait un coup d'œil à Édouard et demanderait s'il avait jamais entendu une telle absurdité. Il secouerait la tête, forcerait un rire sec, et dirait qu'il supposait que chaque endroit avait ses histoires de fantômes. Puis, quand la conversation avançait, il restait très immobile, les mains serrées autour de son verre, et écoutait les espaces silencieux entre les mots, juste au cas où une seule note de fer viendrait rouler d'un endroit où il priait de ne jamais revoir. Camilla n'avait jamais prévu d'être le genre de femme qui frappe aux portes d'étrangers la nuit pour demander de l'argent. Mais la vie avait une façon de faire des menteurs des meilleures intentions de tout le monde. Elle avait 28 ans, élevait une fille de 6 ans seule, et le seul travail qu'elle pouvait trouver qui payait plus que le salaire minimum venait d'un homme nommé Monsieur Latimé, qui dirigeait ce qu'il appelait un service de prêt privé dans un bureau exigu au-dessus du magasin d'antiquités de la rue principale. Les banques ne toucheraient pas à la moitié des gens du comté, expliquait-il lors de son entretien. Alors, il fournissait un service communautaire. Tout ce qu'elle avait à faire était de conduire pour rappeler aux gens quand les paiements étaient en retard, prendre l'argent qu'ils avaient et le noter dans le registre. Un travail simple, un travail nécessaire, rien dont se sentir mal. Les premiers mois n'étaient pas terribles. La plupart des gens qu'elle visitait étaient gênés, mais polis, lui remettant des billets froissés avec des excuses et des promesses de faire mieux la prochaine fois. Elle apprit à garder sa voix douce, à hocher la tête avec sympathie, à ne jamais pousser trop fort. Monsieur Latimé avait une façon de sourire quand elle revenait avec des enveloppes pleines, ses dents trop blanches, sa gratitude trop désireuse. Il la payait toujours en espèces à la fin de la semaine. Pas de taxes, pas de paperasse. Et elle se disait que tant qu'elle ne brisait pas de loi, c'était bien. Les gens empruntaient de l'argent. Les gens la remboursaient. C'était juste comme ça que le monde fonctionnait. C'était fin octobre que les choses commencèrent à aller de travers. Elle avait été envoyée de plus en plus loin dans les montagnes au fil des semaines, vers des adresses qui existaient à peine sur n'importe quelle carte. Des endroits où les routes devenaient du gravier puis de la boue et où le signal de téléphone mourait quelque part autour du 3e virage en épingle à cheveux. Monsieur Latimé lui remettait un bout de papier avec un nom et des directions griffonnées de son écriture lâche et négligente, et elle conduisait seule le soir après que sa fille soit allée chez sa grand-mère. Les instructions étaient toujours vagues, après l'église blanche, à gauche au chêne mort, 3e allée avec la boîte aux lettres bleues. Elle s'était perdue plus de fois qu'elle ne voulait l'admettre, serpentant à travers des lacets dans l'obscurité qui s'accumulait, ses phares n'attrapant rien d'autre que des arbres et l'éclat occasionnel d'yeux d'animaux. C'était lors d'un de ces trajets qu'elle remarqua le camion pour la première fois. C'était un vieux modèle de Chevrolet noir, sans plaque d'immatriculation avant et des vitres teintées si sombres qu'elle ne pouvait pas voir qui conduisait. Elle l'aperçut dans son rétroviseur sur un tronçon de route solitaire où elle n'avait pas croisé une autre voiture depuis 20 minutes. Il restait juste assez loin pour la rendre nerveuse, adaptant sa vitesse quand elle ralentissait, se rapprochant quand elle essayait d'accélérer. Elle se dit que c'était une coïncidence que plein de gens utilisent ces chemins de traverse, qu'elle était paranoïaque. Mais quand elle prit un mauvais virage sur une route forestière et dut faire demi-tour, le camion était toujours là, attendant à l'intersection comme s'il avait su qu'elle reviendrait. Elle en parla à Monsieur Latimé le lendemain, essayant de garder sa voix légère, décontractée. Il agita une main avec dédain et dit que c'était probablement juste quelqu'un rentrant du travail, que les gens des collines gardaient des heures étranges. Puis il lui remit une autre adresse, celle-ci encore plus profond dans les montagnes, et lui dit que l'homme là-bas devait beaucoup d'argent et avait 3 mois de retard. « Ne le laisse pas te donner d'excuses, » dit Monsieur Latimé, se penchant en arrière dans sa chaise avec ce sourire à $2. Il a l'argent. Il a juste besoin du bon genre de rappel. Elle conduisit ce soir-là avec l'estomac noué.
L'adresse la mena à une caravane unique penchante installée dans une clairière entourée de pins, si épais qu'il bouchait le dernier de la lumière du jour. La cour était jonchée de pièces de voitures, de meubles en décomposition et de sacs poubelles noirs éventrés par les animaux. Il n'y avait pas de lumière à l'intérieur. Elle resta dans sa voiture longtemps, moteur tournant, se disant qu'elle pouvait juste partir. Marquer cela comme une tentative échouée. Revenir un autre jour, mais elle avait besoin de l'argent. Sa fille avait besoin de nouvelles chaussures. Le loyer était dû dans une semaine. Elle sortit de la voiture et approcha de la caravane, le gravier crissant trop fort sous ses bottes. Elle frappa 3 fois, attendit, puis frappa à nouveau. Pas de réponse. Elle essaya la porte et la trouva déverrouillée, s'ouvrant vers l'intérieur avec un long grincement plaintif. L'odeur la frappa d'abord, aigre, métallique, fausse. L'intérieur était saccagé. Meubles renversés, portes d'armoires ouvertes. Le sol en linoléum éraflé et griffé comme si quelque chose de lourd avait été traîné dessus. Il y avait des taches sombres près du coin cuisine qu'elle ne voulut pas regarder de trop près. Sur la table se trouvait un cendrier plein de mégots de cigarettes et une bouteille à moitié vide de whisky bon marché. Aucun signe de l'homme qui était censé y vivre. Aucun signe de personne. Elle recula rapidement, son cœur martelant, et se retourna pour retourner à sa voiture. C'est alors qu'elle vit le camion noir. Il était garé au bord de la clairière, moteur éteint, phares éteints. La porte du conducteur était ouverte, mais il n'y avait personne dedans. Elle se figea, sa respiration devenant courte et superficielle, chaque instinct lui criant de courir. Elle balaya la ligne des arbres, les ombres s'accumulant sous les pins, mais ne vit rien, n'entendit rien. Le silence était si complet qu'on aurait dit que la forêt retenait son souffle. Elle fit 3 pas vers sa voiture avant d'entendre des pas derrière elle. Lents, délibérés, des bottes sur le gravier. Elle se retourna en vif et vit une silhouette émerger du côté de la caravane, grande et aux épaules larges, le visage caché sous la visière d'une casquette de baseball. Il ne dit rien, se contenta de rester là à la regarder, les mains pendant lâchement à ses côtés. « Je suis désolé », balbutia-t-elle, détestant à quel point sa voix sonnait faible. « Je cherchais juste quelqu'un. Je vais partir. » La silhouette inclina légèrement la tête, et dans la lumière déclinante, elle aperçut un aperçu de son visage. Son estomac se retourna. Elle connaissait cette mâchoire, cette posture. C'était Monsieur Latimé. Il sourit, le même sourire à $2 qu'il lui donnait quand elle ramenait des enveloppes pleines. Mais il n'y avait rien d'amical dedans. « Tu n'étais pas censé voir celle-ci, Camilla. » Elle n'attendit pas d'entendre le reste. Elle se précipita vers sa voiture, les clés déjà dans sa main, les doigts tremblants si fort qu'elle faillit les laisser tomber. Derrière elle, elle l'entendit rire, un son bas et facile, comme s'il regardait un enfant jouer à un jeu. Elle se jeta dans le siège du conducteur, enfonça la clé dans le contact, et le moteur tourna avec un rugissement clément. Le gravier jaillit alors qu'elle reculait sauvagement, frôlant presque le camion noir. Et puis elle déchirait l'allée cabossée, les branches griffant les côtés de sa voiture, ses mains serrées blanches sur le volant. Elle ne ralentit pas avant d'atteindre la route goudronnée. Même alors, elle continuait à vérifier son rétroviseur, s'attendant à voir des phares se rapprocher derrière elle, mais il n'y avait rien, juste l'obscurité et la route vide qui se déroulait derrière elle comme un fil détaché. Elle ne retourna pas au bureau. Elle n'appela pas Monsieur Latimé. Elle conduisit directement chez sa mère, ramassa sa fille et verrouilla chaque porte et fenêtre avant de s'effondrer sur le canapé, tremblant si fort que ses dents claquaient. Ce n'est que plus tard, après que sa fille se soit endormie et que l'adrénaline se soit écoulée de son système, qu'elle se permit de penser à ce qu'elle avait vu. La caravane saccagée, les taches sur le sol, la façon dont Monsieur Latimé l'avait attendue là comme s'il savait exactement où elle serait. Elle sortit son téléphone et commença à chercher. Des rapports de personnes disparues, des nouvelles locales, n'importe quoi qui pourrait lui donner un indice. Cela ne prit pas longtemps. Le premier nom qu'elle trouva était un homme porté disparu 2 mois plus tôt, vu pour la dernière fois près du même tronçon de route de montagne. Le second était une femme qui avait disparu après avoir manqué un paiement sur un prêt privé. Le troisième, le quatrième, le cinquième, tous liés à la même zone. Tous partis sans laisser de traces. Elle continua à creuser, ses mains tremblantes, et trouva une liste imprimée glissée dans un vieux carnet qu'elle avait utilisé pour les collectes. Des noms, des adresses, des montants dus. Elle les recoupa avec les rapports de personnes disparues et sentit son sang se transformer en glace. Plus de la moitié des noms correspondaient, des gens qu'elle avait visités, des gens que Monsieur Latimé lui avait envoyé rappeler. Le lendemain matin, elle fourra tout dans une enveloppe manille, conduisit jusqu'au comté voisin et la laissa sur le bureau d'un enquêteur de la police d'État avec une note expliquant d'où cela venait. Elle ne laissa pas son nom. Elle n'attendit pas de questions.
2 semaines plus tard, elle et sa fille vivaient dans un état différent, une ville différente, un endroit où les montagnes ne se profilaient pas si près, et où les routes étaient goudronnées et bien éclairées. Elle trouva un emploi dans une épicerie, porta un badge avec un faux nom, et ne parla jamais de là d'où elle venait. Mais certaines nuits, quand elle fermait et que le parking était vide et que le vent se levait juste comme il fallait, elle entendrait le crissement du gravier sous des bottes qui n'étaient pas là. Elle verrait un camion noir avec des vitres teintées, ralenti à l'autre bout du lot, moteur tournant, personne dedans. Et elle resterait très immobile, les clés serrées dans son poing, et attendrait qu'il disparaisse avant d'oser bouger. Elle ne conduisit plus jamais de route de montagne après la tombée de la nuit. Elle ne prit plus jamais d'emploi qui l'obligeait à frapper aux portes d'étrangers. Et quand sa fille lui demanda pourquoi ils avaient déménagé si soudainement, pourquoi ils ne visitaient plus jamais mamie, pourquoi maman se réveillait parfois au milieu de la nuit et vérifiait chaque serrure 2 fois, Camilla souriait simplement et disait qu'ils avaient besoin d'un nouveau départ. Elle ne disait pas qu'elle recevait encore des appels de numéros inconnus qui sonnaient une fois puis devenaient silencieux. Elle ne disait pas qu'elle avait trouvé un avis de collecte glissé sous la porte de son appartement 3 mois après leur déménagement, même si personne n'était censé savoir où il vivait. Elle ne disait pas que l'avis avait son vrai nom dessus écrit de l'écriture lâche et négligente de Monsieur Latimé avec un solde dû et une note en bas qui disait « Nous reprendrons contact ». Elle le brûla dans l'évier de cuisine et se dit que c'était fini. Mais au fond d'elle-même, dans la partie d'elle qui se souvenait encore de l'odeur de cette caravane et du son des bottes sur le gravier et du sourire blanc de $2 d'un homme qui faisait disparaître les gens, elle savait mieux. Certaines dettes, avait-elle appris, ne sont jamais vraiment payées, et certains collecteurs ne s'arrêtent jamais de venir. Simon avait passé toute sa vie sur Black Ridge, une étroite colonne vertébrale de roches et de pins nains qui s'élevait au-dessus de la vallée comme le dos courbé d'un animal endormi. La crête était isolée même selon les standards appalachiens, accessible seulement par une route forestière cabossée qui s'effondrait chaque printemps et gelait solidement chaque hiver. Il y avait 4 familles qui y vivaient à l'année, dispersées le long de la crête dans des maisons qui avaient été construites par des grands-pères et des arrière-grands-pères. Des maisons qui s'affaissaient dans le flanc de la colline comme si la montagne les tirait lentement à nouveau vers elles. La famille de Simon y était depuis le plus longtemps que quiconque ne pouvait se souvenir, plus longtemps que le comté avait gardé des archives. Il avait grandi en entendant des histoires à propos des lumières. Tout le monde sur la crête les avait vues à un moment ou à un autre. Elles apparaissaient sans avertissement, dérivant bas au-dessus des cimes des arbres, silencieuses et anormalement brillantes. Parfois seules, parfois en groupe de 3 ou 4. Elles ne se comportaient pas comme quoi que ce soit qui ait du sens. Pas des hélicoptères, pas des drones, pas n'importe quel type d'aéronef que Simon pouvait nommer. Elles bougeaient trop en douceur, trop délibérément, glissant à travers les branches sans déranger une seule feuille. Elles ne projetaient pas de faisceaux. Elles ne faisaient pas de bruit. Elles existaient simplement, planant dans le noir comme des points d'interrogation lumineux. Et puis elles disparaissaient, ne laissant rien derrière elles sauf l'odeur faible d'ozone et un sentiment que quelque chose avait regardé. Les anciens les appelaient les fantômes des mineurs, les esprits sans repos d'hommes qui étaient morts dans les puits effondrés qui alvéolaient la montagne. Le grand-père de Simon avait une théorie différente. Il prétendait que les lumières étaient plus anciennes que les mines, plus anciennes que les colons, quelque chose qui avait toujours été là, dérivant à travers les arbres longtemps avant que quiconque ne construise des routes ou des maisons ou ne donne un nom à la crête. Ce ne sont pas des fantômes, avait dit son grand-père une fois, voix basse et sérieuse. Les fantômes restent où ils sont morts. Ces choses suivent. Simon l'avait rejeté comme de la superstition de vieil homme, le genre d'histoire que les gens racontaient pour faire sentir l'isolation moins suffocante. Il avait vu les lumières plein de fois en grandissant, habituellement de loin, et elles ne l'avaient jamais dérangé. Elles étaient juste une autre caractéristique étrange de la crête, comme la façon dont les boussoles tournaient inutilement près de l'ancienne entrée de mine, ou la façon dont certains creux restaient froids même au milieu de l'été. On apprenait à vivre avec l'étrangeté. On ne posait pas trop de questions. Cela change à l'automne de ses 32 ans. Il rentrait chez lui de chez son cousin. Une randonnée de 20 minutes le long du sentier de la ligne de crête qu'il avait parcouru 1000 fois auparavant. Il était tard, bien après minuit, et le ciel était clair et sans lune. Les étoiles si épaisses qu'elles ressemblaient à du givre sur du verre noir. Il portait une lampe de poche mais ne se donna pas la peine de l'allumer. Il connaissait le chemin par cœur. Chaque racine et pierre, chaque endroit où le sentier se rétrécissait et tombait dans le néant. Il était à mi-chemin de chez lui quand il remarqua les lumières. Il y en avait 3, planant juste au-dessus de la ligne des arbres à sa gauche, peut-être 50 mètres de distance. Elles brillaient d'une douce luminescence blanchâtre jaunâtre, parfaitement sphérique, chacune de la taille d'un ballon de basket. Elles ne scintillaient pas. Elles ne bougeaient pas. Elles restaient juste suspendues dans l'air, comme si elles attendaient quelque chose. Simon s'arrêta de marcher, son souffle formant de la buée dans l'air froid.
Pendant un long moment, il resta parfaitement immobile, regardant les lumières. Et les lumières, il en était certain, le regardaient en retour. Puis lentement, elles commencèrent à dériver plus près. Elles bougeaient en parfait unisson, glissant entre les arbres sans effort, sans bruit. Simon sentit les poils sur sa nuque se dresser. Il fit un pas en arrière, puis un autre, et les lumières adaptèrent son rythme exactement, maintenant la même distance. Il se retourna et commença à marcher plus vite, ses bottes crissant sur les feuilles mortes, son cœur commençant à marteler dans sa poitrine. Les lumières suivirent, silencieuses, impatientes, le côtoyant à travers la forêt comme des loups faisant de l'ombre à une proie. Au moment où il atteignit sa maison, il courait presque. Il claqua la porte derrière lui, verrouilla le pêne-mort, et se tint dans la cuisine sombre avec son dos pressé contre le bois, respirant fort. À travers la fenêtre au-dessus de l'évier, il pouvait les voir. 3 orbes pâles planant au bord de la cour, juste au-delà de la lueur de la lumière du porche. Elles restèrent là pendant des heures, immobiles, jusqu'à ce que la première lueur grise de l'aube commence à ramper sur la crête. Puis une par une, elles s'estompèrent, se dissolvant dans la brume matinale comme si elles n'avaient jamais été là du tout. Simon se dit que c'était un accident, une coïncidence. Les lumières avaient toujours été inoffensives. Mais au cours des semaines suivantes, elles revinrent. Pas chaque nuit, mais assez souvent pour qu'il commence à redouter le coucher du soleil. Elles apparaissaient sans avertissement, toujours dans la même formation, toujours regardant. Parfois elles planaient dehors sa fenêtre de chambre. Parfois elles attendaient au bout de l'allée. Une fois, il se réveilla au milieu de la nuit pour les trouver pressés contre la vitre, si proches qu'il pouvait voir son propre reflet déformé dans leur lueur. Son téléphone cessa de fonctionner chaque fois qu'elles étaient prêtes. La batterie se viderait en quelques secondes, l'écran scintillant et mourant. Et quand elles partaient, il se rallumerait comme si rien ne s'était passé. Il essaya de les filmer une fois, mais le filmage sortit noir, juste du statique, et un aigu qui lui faisait mal aux oreilles. Le pire était les rêves. Il commença à les avoir après la première semaine. Dans les rêves, il se retrouvait debout dans une clairière au fond des bois, entouré par les lumières. Elles pulsaient en rythme, devenant plus brillantes puis plus faibles, plus brillantes puis plus faibles. Et avec chaque pulsation, il pouvait sentir quelque chose pressé contre l'intérieur de son crâne. Une voix qui n'était pas une voix essayant de se former en mots qu'il pouvait comprendre. Il se réveillait trempé de sueur, son nez saignant, ses mains serrées si fort que ses ongles laissaient des croissants dans ses paumes. Et puis il commença à somnambuler. Il reprenait conscience dans la forêt, pieds nus et gelés, debout dans des endroits dont il ne se souvenait pas d'avoir marché jusqu'à. Une fois son cousin le trouva à l'aube, debout immobile au milieu du sentier, regardant vers le ciel avec ses bras pendant lâchement à ses côtés. Quand elle le secoua pour le réveiller, il n'avait aucun souvenir d'avoir quitté sa maison. Ses pieds étaient coupés et sales, son pyjama trempé de rosée. Les lumières étaient toujours là quand il se réveillait, planant, regardant, attendant. Cela arriva 3 fois de plus au cours du mois suivant. Chaque fois il se réveillait plus loin de chez lui, plus profond dans les bois, plus près de l'ancienne entrée de mine dont son grand-père l'avait averti. La dernière fois, il reprit conscience dans une clairière qu'il n'avait jamais vue auparavant, un cercle parfait de terre nue où rien ne poussait. Les lumières ne planaient pas au-dessus de lui. Elles étaient debout, 3 formes grandes, impossiblement. Minces, vaguement humanoïdes, mais fausses dans chaque proportion, leur surface brillant de cette même luminescence pâle. Elles n'avaient pas de visage, pas d'une façon qu'il pouvait comprendre, mais il sentit qu'elle le regardait, l'étudiait. L'une d'elles étendit quelque chose qui aurait pu être un bras, long et articulé en trop d'endroits, et tendit la main vers sa poitrine. Il essaya de crier, mais aucun son ne sortit. Ses poumons aspiraient de l'air, mais sa gorge était verrouillée, gelée. La forme le toucha juste sous ses côtes, et il sentit une sensation comme de l'eau froide inondant ses veines. Puis le monde bascula sur le côté et tout devint noir. Quand il se réveilla, c'était l'aube. Il était allongé sur le dos dans la clairière, seul. Les lumières étaient parties. Au-dessus de lui, le ciel était pâle et délavé, les étoiles depuis longtemps fanées. Il se redressa lentement, tout son corps endolori, et regarda vers le bas à sa poitrine. Il y avait des marques là, des lignes minces, précises, presque comme des cicatrices, mais trop fraîches, trop propres. Elles formaient un motif qu'il ne reconnaissait pas, géométrique et délibéré, gravé dans sa peau comme si quelque chose avait dessiné sur lui avec un fil chauffé. Un chasseur le trouva 1 heure plus tard, titubant le long de la route forestière, délirant et hypothermique. Ils l'emmenèrent à la clinique en ville, l'enveloppèrent dans des couvertures, le remplirent de liquide chaud et de questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Le docteur examina les marques sur ses côtes et dit qu'elles ressemblaient à une sorte de brûlure, possiblement auto-infligée, possiblement le résultat de l'exposition et du stress. Simon ne discuta pas.
Il ne leur dit pas à propos des lumières ou de la clairière ou des formes qu'il avait touchées. Il hocha juste la tête et signa les papiers de sortie et rentra chez lui. Il déménagea de la Crète 2 semaines plus tard, emballa ce qu'il pouvait porter, laissa le reste, et loua un petit appartement dans une ville à 50 km de là où les lampadaires restaient allumés toute la nuit et où vous pouviez voir vos voisins à travers les fenêtres. Il trouva un emploi dans un magasin de quincaillerie, garda la tête baissée et essaya d'oublier. Mais les marques ne s'effacèrent jamais. Et certaines nuits, quand il fermait les yeux, il pouvait encore sentir ce toucher froid se répandre à travers sa poitrine. Pouvait encore entendre la pulsation des lumières se synchroniser avec son rythme cardiaque. Il se réveillait en panique, haletant, et trébuchait jusqu'à la fenêtre pour s'assurer qu'il était encore en ville, encore entouré de béton et de lumière électrique et du bourdonnement terne de la vie ordinaire. Il ne retourna jamais à Black Ridge. Il ne parla jamais à sa famille de ce qui était arrivé. Mais de temps en temps, tard la nuit, quand les rues étaient vides, il verrait un scintillement au bord de sa vision, une lueur pâle qui n'avait pas sa place. Et il resterait très immobile, respirant à peine, et attendrait qu'elle dérive plus près. Elle ne le fit jamais. Pas encore. Mais Simon savait, au fond de la partie de lui qui se souvenait encore de la clairière et des formes et de la voix qui n'était pas une voix, que les lumières étaient patientes. Elles avaient attendu des siècles dans le noir. Elles pouvaient l'attendre un peu plus longtemps. Dorothy conduisait des autobus scolaires depuis seulement 3 mois quand elle entendit parler pour la première fois du garçon. Cela vint lors d'une session de formation sur les routes d'hiver. Un de ces commentaires en passant que les chauffeurs vétérans lançaient, comme si tout le monde connaissait déjà l'histoire. Il passait en revue la carte pour la route 12, qui serpentait à travers certains des tronçons les plus isolés du comté. Et quand Dorothy pointa une section étroite appelée Laurel Fork Road, la pièce devint silencieuse pendant juste un moment trop long. « C'est celle avec le gamin, non ?» dit l'une des femmes plus âgées, regardant pas tout à fait Dorothy. « Quel gamin ?» demanda Dorothy. La femme haussa les épaules, soudainement intéressée par son café. Juste une vieille histoire. Tu l'entendras éventuellement. Mais personne ne voulut expliquer. Ils passèrent aux chaînes à neige et au protocole d'urgence, et Dorothy laissa tomber. Elle supposa que c'était une sorte de rituel d'initiation, une façon d'effrayer la nouvelle conductrice. Elle avait connu pire dans ses emplois précédents. Une histoire de fantôme ne allait pas la déranger. Laurel Fork Road devint partie de sa route quotidienne dans la semaine. C'était un tronçon sinueux à 2 voies qui coupait à travers une forêt dense, connectant une poignée de maisons isolées à l'autoroute principale. Le goudron était fissuré et inégal, recollé tant de fois qu'il ressemblait à un patchwork, et les bas-côtés tombaient abruptement dans des fossés encombrés de kudzu et de mûriers. Il n'y avait pas de lampadaire, pas de station-service, pas d'endroit pour faire demi-tour si vous manquiez votre arrêt. Vous continuiez juste jusqu'à ce que la route vous déverse sur quelque chose de plus large et mieux entretenu. Les enfants qui vivaient le long de Laurel Fork étaient silencieux. Le genre de silence qui venait de grandir dans des endroits où votre voisin le plus proche était à 1 kilomètre et où vos parents vous apprenaient tôt à ne pas parler aux étrangers. Ils montaient dans le bus sans faire d'histoire, s'asseyaient aux mêmes places chaque jour et descendaient à leurs allées sans dire grand-chose au-delà d'un merci marmonné. Dorothy les aimait bien. Ils étaient faciles, prévisibles. C'était mi-octobre quand elle le vit pour la première fois. Elle avait quelques minutes de retard, le soleil de l'après-midi couchant déjà derrière la ligne de crête, les ombres s'étirant longues et minces à travers la route. Le bus était à moitié vide, juste une poignée d'enfants à l'arrière, la plupart regardant leur téléphone ou somnolents contre les fenêtres. Dorothy prit un virage et vit une silhouette debout sur le bas-côté, environ 50 mètres devant. C'était un enfant, un garçon, peut-être 8 ou 9 ans, portant une veste sombre et transportant un petit sac à dos. Il se tenait tourné loin de la route, la tête légèrement inclinée comme s'il écoutait quelque chose dans les arbres. Dorothy fronça les sourcils. Elle ne le reconnaissait pas, et il n'y avait pas de maison sur ce tronçon, pas d'allée, aucune raison pour qu'un gamin soit debout seul au milieu de nulle part. Elle ralentit, s'attendant à ce qu'il se retourne et fasse signe pour demander un tour, mais il ne bougea pas. Elle roula jusqu'à l'arrêt à côté de lui, ouvrit la porte et appela « Et, tu as besoin d'un tour ?» Le garçon ne répondit pas, ne se retourna pas, resta juste là parfaitement immobile, ses petites épaules rigides sous la veste. Dorothy sentit une picotée d'inquiétude ramper le long de sa colonne vertébrale. Elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur aux enfants à l'arrière. Quelques-uns regardaient maintenant, les visages pressés contre le verre. « Gamin, ça va ?» appela-t-elle à nouveau, plus fort. Toujours rien. L'air dans le bus sembla soudainement plus lourd. La lumière de l'après-midi plus faible. L'une des enfants à l'arrière, une fille nommée Emily, se pencha en avant et chuchota « Miss Dorothy, vous ne devriez pas vous arrêter pour lui. » Dorothy se tourna dans son siège. « Que veux-tu dire »
Le visage d'Émilie était pâle, ses yeux grands. C'est le garçon. Celui qui a disparu. Tu n'es pas censé t'arrêter. Avant que Dorothy puisse demander ce qu'elle voulait dire, le moteur toussa étrangement et les lumières du tableau de bord scintillèrent. Elle regarda de nouveau la route. Le garçon avait disparu. Elle balaya le bas-côté, la ligne des arbres, le fossé. Rien. Il avait disparu en 3 secondes où elle avait jeté un coup d'œil. Ses mains se serrèrent sur le volant derrière elle. Émilie et les autres enfants étaient devenus silencieux. Leurs visages tournés vers les fenêtres, regardant. Dorothy se racla la gorge, força sa voix à rester stable. Tout le monde s'assoit et attache sa ceinture. Elle ferma la porte et remit le bus en mouvement, son cœur battant un peu trop vite. Dans le miroir, elle vit Émilie marmonner quelque chose au garçon à côté d'elle, et il hocha la tête, son expression sombre. Dorothy voulut demander plus, exiger une explication, mais quelque chose dans la façon dont la route devant semblait plus sombre maintenant. Les arbres se pressant plus près, la fit garder sa bouche fermée. Elle le vit à nouveau 2 jours plus tard. Cette fois, c'était plutôt dans l'après-midi, la lumière encore forte, et il était debout plus loin sur la route à un autre virage. Même veste, même sac à dos, même posture, tête inclinée, tournée loin. L'estomac de Dorothy se contracta. Elle ne ralentit pas. Elle garda son pied stable sur l'accélérateur et ses yeux verrouillés en avant. Et alors que le bus passait devant lui, elle aperçut un aperçu de son profil dans sa vision périphérique. Son visage était faux. Pas évidemment, pas d'une façon qu'elle pouvait articuler, mais assez faux que son cerveau bégayait en essayant de le traiter. Trop pâle, trop lisse, les traits flous comme une photographie prise avec une main tremblante. Elle ne s'arrêta pas. Elle n'appela pas. Elle continua juste de conduire. Et quand elle vérifia le miroir un moment plus tard, il avait disparu à nouveau. Les enfants remarquèrent. Elle pouvait sentir leur tension, la façon dont ils se voûtaient dans leur siège évitait de regarder par les fenêtres de ce côté de la route. Personne ne dit quoi que ce soit, mais Émilie croisa son regard dans le miroir et donna un petit hochement de tête connaisseur. Cette nuit-là, Dorothy rentra chez elle et fit ce qu'elle aurait dû faire des semaines plus tôt. Elle chercha Laurel Forkrod, chercha des enfants disparus, de vieux accidents, n'importe quoi qui pourrait expliquer ce qu'elle voyait. Cela ne prit pas longtemps. Son nom avait été Timothy Fairchild, 9 ans, disparu en 1987 en rentrant chez lui de l'arrêt de bus à un quart de mille de sa maison. La recherche avait duré des semaines. Des centaines de bénévoles peignant les bois, traînant le ruisseau, vérifiant les puits abandonnés et les caves à légumes. Ils ne l'avaient jamais trouvé. Pas de corps, pas de vêtements, aucun signe de lutte. Il avait simplement disparu comme si la montagne s'était ouverte et l'avait avalé tout entier. L'article incluait une photo scolaire, coupe au bol, veste sombre, un petit sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Dorothy fixa l'image longtemps, sa peau rampante. C'était lui, le même garçon qu'elle avait vu debout sur le bas-côté, fixant les arbres. Elle se dit que c'était une coïncidence, un tour de la lumière. Un gamin qui ressemblait par hasard, mais au fond d'elle-même, elle savait mieux. Il apparut 3 fois de plus au cours des 2 semaines suivantes. Toujours à un endroit différent, toujours tourné loin, et chaque fois le bus réagirait. Le moteur tousserait, les lumières scintilleraient, le chauffage se couperait, laissant l'intérieur assez froid pour que Dorothy puisse voir son souffle. L'autre conducteur commença à demander si elle allait bien. Elle avait l'air fatiguée, disait-il, distraite. L'un d'eux suggéra qu'elle prenne quelques jours de congé, se repose. Dorothy hocha la tête et sourit et dit qu'elle allait bien. Mais la nuit, elle restait éveillée dans son lit, fixant le plafond, rejouant chaque rencontre dans son esprit. C'était un après-midi gris et brumeux début novembre que tout changea. Elle faisait sa route habituelle, le bus presque plein, les enfants bavardant à l'arrière à propos des plans d'Halloween et des soirées pyjama du week-end. La pluie avait rendu Laurel Forkrod glissant et sombre. Les essuie-glaces battant un rythme régulier contre le pare-brise. Dorothy prit un virage familier et le vit debout directement au milieu de la voie. Pas sur le bas-côté, pas sur le côté. Centre exact, jambes légèrement écartées, bras pendant à ses côtés, tête toujours inclinée de cette façon non naturelle. Elle freina fort. Le bus dérapa, les pneus sifflant sur le goudron humide, et se cabra jusqu'à l'arrêt à moins de 3 mètres d'eux où il se tenait. Le moteur mourut. Les lumières s'éteignirent. Les essuie-glaces se figèrent au milieu de leur mouvement. À l'intérieur du bus, il était soudainement impossiblement silencieux. Dorothy ne pouvait plus entendre la pluie, ne pouvait plus entendre les enfants, ne pouvait plus entendre sa propre respiration. C'était comme si quelqu'un avait enveloppé le monde entier dans une épaisse laine et étouffé chaque son. Et puis lentement, le garçon commença à se retourner. Les mains de Dorothy se verrouillèrent sur le volant, ses jointures blanches. Elle voulut détourner le regard, voulut fermer les yeux,
mais elle ne le put pas. Elle était figée, piégée dans son siège, forcée de regarder alors que la tête du garçon tournait avec une lenteur horrible, grinçante, comme des engrenages rouillés, luttant pour bouger. Quand il fit finalement face à elle, elle comprit pourquoi les autres conducteurs l'avaient averti de ne pas s'arrêter. Son visage n'était pas un visage. C'était une suggestion de visage, un flou de traits qui se déplaçait et se réarrangeait chaque fois qu'elle essayait de se concentrer. Là où ses yeux auraient dû être, il n'y avait que des creux sombres et vides qui semblaient tirer sur sa vision, entraînant son regard plus profondément. Sa bouche bougeait, s'ouvrant et se fermant sans bruit, et elle réalisa avec une horreur rampante qu'il disait quelque chose, répétant le même mot encore et encore. Elle ne pouvait pas l'entendre, mais d'une façon impossible, elle savait ce que c'était. Aide. Derrière elle, l'un des enfants commença à pleurer. Puis un autre. Le son brisa le silence comme du verre qui se brise et soudainement tout se précipita en arrière. La pluie, le ronronnement au ralenti du moteur alors qu'il reprenait vie, les lumières scintillant. Dorothy halta, aspirant de l'air, sa poitrine se soulevant. Elle regarda de nouveau la route. Le garçon avait disparu. Mais dans le rétroviseur, elle vit quelque chose qui fit se transformer son sang en glace. Assis dans le siège vide 3 rangées plus loin, à peine visible dans la lumière faible, se trouvait une petite silhouette dans une veste sombre. Il faisait face à l'avant, les mains pliées soigneusement sur ses genoux. Et alors que Dorothy le fixait, il leva lentement une main et pressa un doigt contre ses lèvres. Chat. Elle ne se souvint pas du reste du trajet. Plus tard, les enfants diraient à leurs parents que Miss Dorothy était devenue très silencieuse, qu'elle avait conduit le reste de la route sans dire un mot, son visage pâle et ses mains tremblantes sur le volant. Quand elle entra finalement dans le dépôt et ouvrit les portes, elle se tourna pour regarder le siège où elle l'avait vu. Il était vide, mais pressé dans le vinyle, faible et incontestable, se trouvait l'empreinte d'une petite main. Dorothy demanda un transfert le lendemain. Elle dit au surintendant qu'elle avait besoin d'une route plus proche de la ville, quelque chose avec plus de circulation, un meilleur éclairage. Elle ne mentionna pas le garçon. Elle ne mentionna pas l'empreinte de main ou la façon dont les images de sa caméra de tableau de bord de ce jour montraient rien que du statique et un aigu qui fit frémir le technicien et l'éteindre. Elle obtint son transfert. Elle ne conduisit jamais plus Laurel Fork Road. Mais certaines nuits, quand elle était seule dans son appartement et que la pluie tapait contre les fenêtres, elle l'entendait. Un doux grattement rythmé comme de petites jointures frappant sur du verre. Et quand elle regardait juste pour un moment, elle voyait un visage pâle pressé contre la fenêtre, les traits flous et changeants, la bouche bougeant sans bruit. Aide. Elle cessa de regarder après un moment. Elle apprit à monter le téléviseur, à laisser toutes les lumières allumées, à ne jamais regarder les reflets après la tombée de la nuit. Mais elle n'oublia jamais. Et elle ne cessa jamais de sentir au fond de ses os que quelque part sur un tronçon sombre de route dans les montagnes, un garçon était encore debout sous la pluie, attendant que quelqu'un s'arrête. Et elle avait été celle qui l'avait finalement fait. Léonard chassait le cerf dans l'ancienne coupe à ciel ouvert de la mine depuis la meilleure partie d'une décennie, assez longtemps pour connaître chaque crête, chaque tas de déblais en décomposition, chaque pièce d'équipement rouillée laissée derrière quand la compagnie s'était retirée dans les années 70. Ce n'était pas exactement légal, mais la terre avait été abandonnée si longtemps que plus personne ne s'en souciait. Les locaux l'évitaient. Ils disaient que le sol était empoisonné, que l'eau coulait orange d'acide, que plus rien de bon n'y poussait. Léonard ne discutait pas. Moins d'attention, mieux c'était. Cela signifiait plus de cerfs pour lui et moins de gens posant des questions sur d'où venait la viande de son congélateur. Son oncle avait été celui qui lui avait enseigné la zone quand Léonard était encore assez jeune pour penser que la chasse était un sport plutôt qu'une survie. Il ferait de la randonnée avant l'aube, s'installerait dans la ligne des arbres surplombant l'ancienne coupe et attendrait que les cerfs descendent des crêtes plus hautes pour boire dans les mares qui s'accumulaient dans les endroits bas. Son oncle était plein de conseils, la plupart pratiques, mais Léonard se souvenait d'un avertissement plus clairement que le reste. « N'approche pas de l'entrée de la galerie après la tombée de la nuit », avait dit son oncle, pointant vers une bouche noire dans le flanc de la colline où les mineurs avaient autrefois creusé profondément dans la montagne. La montagne n'est pas vide là-dedans. Ne l'a pas été depuis longtemps. Léonard avait hoché la tête, ne croyant pas vraiment, mais pas disposé à le tester non plus. Au fil des ans, il avait vu plein de choses étranges dans la coupe. Des traces qui étaient trop grandes et trop profondes pour appartenir à n'importe quel animal qu'il reconnaissait. Des carcasses de cerfs coincées haut dans les branches d'arbres morts, déchirées et laissées à la pourriture. Des sons qui résonnaient sur les faces de roches exposées, gutturaux et humides, comme quelque chose essayant de respirer à travers une gorge effondrée. Il se disait que c'était des coyotes. Peut-être un ours. Peut-être juste le vent jouant des tours dans les puits vides. Il se disait beaucoup de choses, et c'était plus facile que d'admettre qu'il avait peur.
C'était fin septembre quand il décida d'installer des caméras de sentier. Il avait trouvé plus des traces étranges, pressées profondément dans la coquille molle près de l'eau, et sa curiosité avait finalement dépassé sa prudence. Il monta 3 caméras à différents endroits, les positionnant pour couvrir les sentiers de gibier et la clairière près de l'entrée de la galerie. Puis il les laissa pendant une semaine et essaya de ne pas trop penser à ce qu'elle pourrait attraper. Quand il revint vérifier les images, ses mains tremblaient si fort qu'il faillit faire tomber l'appareil en retirant la carte mémoire. Les 2 premières caméras montraient des choses normales. Des cerfs, un renard, un raton laveur passant à 2 heures du matin. Mais la 3e caméra, celle visant l'entrée de la galerie, montrait quelque chose d'autre. Les images étaient horodatées à 3h17 du matin. Le cadre était sombre, éclairé seulement par l'infrarouge de la caméra, tout rendu en nuances de gris et de blanc. Pendant les premières quelques secondes, il n'y avait rien, juste la bouche noire du tunnel et le sol jonché de décombres devant. Puis au trait-bord du cadre, quelque chose bougea. C'était grand, impossiblement grand, au moins 2,10 m, peut-être plus. Son corps s'étirait et mince comme quelque chose qui avait été tiré et remonté de travers. Les membres étaient trop longs, les articulations pliant à des angles qui retournaient l'estomac de Léonard. Il se déplaçait avec une démarche étrange et saccadée, presque insectoïde, chaque pas délibéré et faux. Le pire était la tête. Elle pendait en avant, tombant sur un cou qui semblait trop faible pour la supporter. Et dans l'éclat délavé de l'infrarouge, elle semblait lisse, sans traits, comme un mannequin qui avait été laissé dehors sous la pluie jusqu'à ce que le visage fonde. Léonard regarda la vidéo 3 fois, chaque vision pire que la précédente. Au 3e visionnage, il remarqua quelque chose qu'il avait manqué. Les bras de la chose. Ils pendaient au-delà de ses genoux, traînant presque au sol. Et au bout de chaque membre se trouvaient des mains. Pas des pattes, pas des griffes. Des mains. Trop de doigts. Trop longs. Plaçant de façon où les doigts ne devraient pas plier. Il supprima les images. Il se dit que c'était un tour de la caméra. Un dysfonctionnement. Un cerf attrapé sous un mauvais angle. Mais il ne retourna pas à la coupe pendant 2 semaines. Quand il le fit finalement, c'était seulement parce que son congélateur était presque vide et qu'il avait besoin de viande pour l'hiver. Il entra tard, plus tard qu'il ne devrait. Le soleil déjà disparaissant derrière la ligne de crête. Il se dit qu'il ferait vite. Un tir, un cerf, et puis il serait parti avant la pleine noirceur. Il s'installa à son endroit habituel, un tas de déblais à moitié effondré qui lui donnait une vue claire des mares d'eau, et s'installa pour attendre. La première heure était normale, silencieuse, les sons habituels de la forêt, l'appel lointain d'un corbeau, le bruissement des feuilles. Puis, juste comme la lumière commençait à faillir, il l'entendit. Un son cliquetant aigu et délibéré, comme 2 pierres frappées ensemble. Cela venait de quelque part derrière lui, en haut de la pente près de la ligne des arbres. Il se retourna, balayant les ombres, mais ne vit rien. Le cliquetis vint à nouveau, plus près. Puis une 3e fois, à sa gauche, puis à sa droite. Cela faisait le tour de lui. Les mains de Léonard se serrèrent sur son fusil. Il se leva lentement, chaque nerf hurlant, et commença à descendre vers le sentier qui le mènerait à son camion. Le cliquetis suivit, le côtoyant, restant juste hors de vue. Il essaya de se dire que c'était un oiseau, une sorte de pique, mais le son était trop rythmé, trop délibéré. Ce n'était pas aléatoire. C'était de la communication. Il était à mi-chemin du sentier quand il entendit autre chose. Des pas, lourds, inégaux, écrasant à travers le schiste. Il se retourna, levant son fusil, et le vit. Il se tenait au sommet du tas de déblais, silhouetté contre la lumière mourante, exactement aussi grand et faux qu'il avait été dans les images. La tête tombante, les membres minces comme des bâtons, les bras qui pendaient presque jusqu'au sol. Il ne bougeait pas, se contentant de rester là à le regarder avec ce qui servait Dieu dans ce visage lisse et sans yeux. Leonard tira. Le coup résonna à travers la coupe, assourdissant, et il vit la chose tressaillir, vit elle reculer d'un pas. Mais elle ne tomba pas. Elle ne saigna pas. Elle se redressa juste lentement et ouvrit sa bouche. Le son qui en sortit n'était pas un cri. C'était le cliquetis amplifié, résonnant du fond de sa poitrine comme une nuée d'insectes piégés dans un tambour. Et puis elle commença à se déplacer vers lui. Leonard Courot. Il ne pensa pas, ne visa pas, se retourna juste et dévala la pente, ses bottes glissant sur la roche lâche. Derrière lui, il pouvait l'entendre suivre, la démarche saccadée, plus rapide maintenant, le cliquetis devenant plus fort, résonnant sur la pierre exposée jusqu'à ce que cela sonne comme 100 choses le poursuivaient au lieu d'une. Il trébucha à mi-chemin, sa cheville se tordant, la douleur montant dans sa jambe. Il se remit sur pied et continua, boitant maintenant, haletant pour de l'air, son fusil oublié quelque part dans le schiste.
La ligne des arbres était juste devant. S'il pouvait atteindre les arbres, s'il pouvait atteindre le sentier, peut-être pourrait-il la semer. Il ne regarda pas en arrière. Il n'osa pas. Il courut juste, s'écrasant à travers les broussailles, les branches fouettant son visage, ses poumons brûlants. Quelque part derrière lui, le cliquetis s'arrêta. Les pas s'arrêtèrent. La forêt devint silencieuse. Il continua de courir de toute façon. Il ne s'arrêta pas jusqu'à ce qu'il atteigne son camion garé sur la vieille route de service à 1 kilomètre de là. Ses mains tremblaient si fort qu'il pouvait à peine mettre la clé dans le contact. Quand le moteur finit par tourner, il mit les gaz, projetant du gravier, ne se souciant pas des ornières ou des nids de poules ou de quoi que ce soit sauf de s'éloigner autant que possible de la coupe. Il rentra chez lui d'une façon ou d'une autre, verrouilla chaque porte, alluma chaque lumière, s'assit à sa table de cuisine avec une bouteille de whisky et essaya de se convaincre qu'il avait imaginé. Mais sa cheville était enflée, déjà tournant au violet. Sa veste était déchirée. Et quand il vérifia son téléphone, il trouva un message vocal d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Pas de mots, juste 30 secondes de ce même cliquetis rythmé, lent et délibéré, comme quelque chose testant la ligne pour voir si quelqu'un écoutait. Il retourna le lendemain avec son cousin et 2 amis, tous armés, tous sceptiques. Ils trouvèrent son fusil couché dans le schiste, le canon tordu, la crosse fissurée, comme si quelque chose avait marché dessus. Ils trouvèrent sa caméra de sentier réduite en pièces, la carte mémoire manquante, et ils trouvèrent des traces, des dizaines d'entre elles. De longues, étroites impressions pressées profondément dans le sol mou, menant de l'entrée de la galerie à l'endroit où Léonard était tombé, et puis de retour encore. Mais la chose la plus étrange était les cercles. Quelqu'un ou quelque chose avait arrangé des morceaux de schiste en anneaux, parfaits autour de la zone où Léonard avait trébuché. 5 anneaux, concentriques, chacun soigneusement placé. Son cousin prit des photos, mais quand ils les vérifièrent plus tard, les images étaient corrompues. Rien que du statique et un grondement bas qui fit vibrer le haut-parleur. Léonard ne retourna jamais à la coupe. Il vendit son fusil. Il cessa complètement de chasser. Quand les gens lui demandaient pourquoi, il haussait juste les épaules et disait qu'il devenait trop vieux pour ça. Que ses genoux étaient mauvais. Que cela n'en valait plus la peine. Il ne mentionnait pas la chose dans la coupe. Il ne mentionnait pas le cliquetis ou le fusil tordu ou les cercles de pierre, mais il commença à garder ses portes verrouillées la nuit. Il commença à laisser la lumière du porche allumée. Et il apprit à ne jamais dire le mot mine à voix haute parce que chaque fois qu'il le faisait, même dans une conversation décontractée, il l'entendait, faible et lointain comme un écho de quelque part profond sous terre, ce cliquetis lent et délibéré, lui répondant de l'obscurité. Viola cherchait un endroit pour disparaître, et la ferme au bout de Creek Hollow semblait exactement ce dont elle avait besoin. C'était bon marché, isolé, et assez loin de son ancienne vie pour qu'elle puisse prétendre que l'année passée n'était jamais arrivée. Le propriétaire était un homme plus âgé avec un visage buriné et des mains qui tremblaient quand il comptait son dépôt. Il ne posa pas de questions. Il ne fit pas de vérification d'antécédents. Il lui remettra juste les clés et dit que le loyer était dû le 1er de chaque mois. Espèce seulement. La maison est dans ma famille depuis longtemps, dit-il, s'attardant dans l'encadrement de la porte pendant que Viola portait des cartons à l'intérieur. Je l'ai construite moi-même avec mon père en 63. De bonnes fondations. Juste besoin de quelqu'un pour l'apprécier. Viola hocha la tête, écoutant à moitié. Elle était concentrée sur l'installation de son fils de 5 ans, sur le déballage des essentiels, sur le fait de faire de cet endroit un foyer avant que la peur ne puisse ramper en arrière. Le propriétaire la regarda un moment de plus, puis se racla la gorge. Une chose, dit-il, la nuit, laisse la maison se stabiliser. Ne lutte pas contre elle, et quoi que tu fasses, ne va pas clouer de nouvelles planches dans les poutres originales. La maison n'aime pas les changements. Viola fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela veut dire? Le vieil homme haussa les épaules, se tournant déjà pour partir. Tu verras. Laisse-la juste être. Elle rejeta cela comme les divagations de quelqu'un qui avait passé trop de temps seul. Les vieilles personnes disaient des choses étranges. Cela ne signifiait rien. Elle avait des problèmes plus importants dont s'inquiéter, comme l'ordonnance de protection qu'elle avait déposée 3 mois plus tôt, comme les appels téléphoniques qui venaient encore au milieu de la nuit. Respiration à l'autre bout, pas de mots. Comme la façon dont son fils avait commencé à faire pipi au lit à nouveau, se réveillant en pleurant à propos du méchant homme qui hurlait. La ferme était petite mais fonctionnelle. 2 chambres, une cuisine qui sentait faiblement le moisi, un salon avec des planchers affaissés et du papier peint qui s'était écaillé en longues bandes recroquevillées. Les fenêtres étaient vieilles, le genre avec du verre ondulé qui déformait tout ce que vous regardiez. Et les portes pendaient de travers dans leur cadre, ne fermant jamais tout à fait. Mais c'était à elle. Pour l'instant, cela suffisait. La première semaine fut calme.
Elle inscrivit son fils à l'école locale, trouva un emploi nettoyant des maisons 2 villes plus loin, et commença le travail lent et épuisant de reconstruire. La nuit, elle bordait son fils, vérifiait les serrures 2 fois, et s'asseyait à la table de cuisine avec une tasse de thé, écoutant le silence. C'était différent du silence dans son ancien appartement, où chaque craquement du plancher lui envoyait le cœur palpitant, se demandant s'il avait trouvé. Ce silence semblait plus lourd, plus épais, comme si la maison retenait son souffle. C'était la 8e nuit qu'elle remarqua pour la première fois que les planchers bougeaient. Elle était allongée dans son lit, fixant le plafond, trop excitée pour dormir. La pièce était sombre, sauf pour la faible lueur de la veilleuse dans le couloir. Elle commençait juste à dériver quand elle le sentit. Une lente, douce montée et descente sous le matelas comme si le plancher respirait. Elle s'assit, le cœur martelant, et fixa les planches. Elles étaient immobiles, parfaitement immobiles. Elle se dit qu'elle l'avait imaginé, qu'elle était trop fatiguée, que le stress faisait des choses étranges à l'esprit. Mais la nuit suivante cela arriva à nouveau, et la nuit après cela, toujours le même rythme lent, une montée et une descente qui correspondaient à sa propre respiration quand elle était anxieuse. Elle commença à faire plus attention. Les planchers ne bougeaient pas pendant la jour, seulement la nuit, seulement quand elle était seule. D'autres choses commencèrent à arriver. Des portes qu'elle avait fermées étaient ouvertes le matin. Le robinet de cuisine s'ouvrait tout seul, un goutte à goutte lent qui devenait un flot constant si elle ne l'attrapait pas à temps. Elle se réveillait pour trouver des portes d'armoire grandes ouvertes, leurs contenus intacts mais exposés, comme si quelque chose avait cherché quelque chose et avait abandonné. Son fils commença à se plaindre de bruit dans les murs. Un doux murmure qu'il disait ressembler à des gens parlant très loin. Viola se disait que c'était une vieille maison. Les vieilles maisons faisaient des bruits. Les tuyaux se stabilisaient. Le bois s'expandait et se contractait. Il y avait des explications logiques pour tout. Mais au fond, dans la partie d'elle qui avait appris à faire confiance à ses instincts, elle savait que quelque chose n'allait pas. C'était la 3e semaine que son fils commença à parler à quelqu'un. Elle le trouva un après-midi assis en tailleur dans le coin de sa chambre, ayant une conversation avec le mur. Sa voix était douce, conspiratrice, la façon dont les enfants parlaient quand ils partageaient des secrets. « Que fais-tu, bébé » demanda Viola, essayant de garder son ton léger. Il leva les yeux grands et innocents. « Je parle à la dame. » L'estomac de Viola se contracta. « Quelle dame » Il pointa le mur. « Celle là-dedans » Elle dit qu'elle est ici depuis longtemps. Elle dit qu'elle sait des choses à ton sujet. Viola s'agenouilla, forçant un sourire. « Il n'y a personne dans le mur, chérie. C'est juste ton imagination. » Son fils secoua la tête, son expression sérieuse. « Elle est réelle. Elle m'a parlé du méchant homme. Elle a dit que tu as peur de lui. Elle a dit que c'est pourquoi nous sommes venus ici. » Le sang de Viola se glaça. Elle n'avait jamais dit à son fils les détails. Elle avait gardé cela vague, adapté à son âge, disant seulement que maman avait besoin d'espace et qu'ils allaient vivre quelque part de nouveau pendant un moment. Il n'y avait aucune façon qu'il puisse savoir. Aucune façon qu'il puisse comprendre. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Chuchota Viola. Son fils inclina la tête, écoutant quelque chose qu'elle ne pouvait pas entendre. Elle dit que tu ne peux pas partir. Elle dit que c'est la maison maintenant. Viola attrapa sa main et le tira hors de la pièce, son cœur martelant. Elle lui dit qu'il était temps pour une collation, le distrait avec des dessins animés et passa le reste de l'après-midi à essayer de ne pas penser au coin vide où il avait été assis. L'endroit où le papier peint s'était écaillé pour révéler du bois nu en dessous. Le bois qui ressemblait, si vous le regardiez assez longtemps, presque comme le contour d'un visage. Cette nuit-là, elle décida de partir. Elle emballerait leurs affaires, appellerait sa sœur, conduirait jusqu'à l'état suivant si elle devait, n'importe où sauf ici. Elle commença à tirer des vêtements des tiroirs, les bourrant dans des sacs poubelles, se déplaçant rapidement, silencieusement, essayant de ne pas réveiller son fils. Mais dès qu'elle entra dans le couloir, la nausée la frappa. C'était soudain et accablant, une vague de vertige qui l'envoya trébucher contre le mur. Sa vision se brouilla. Son estomac se contracta si violemment qu'elle se plia en deux, haletant. Elle essaya de faire un autre pas vers la porte d'entrée et la douleur s'intensifia, poignardant à travers son abdomen comme si quelque chose se tordait à l'intérieur d'elle. Elle rampéa de retour à la chambre, s'effondra sur le lit, et en quelques minutes, la douleur était partie. Elle resta là tremblante, les larmes coulant sur son visage. Elle essaya à nouveau 1 heure plus tard. Même résultat. Au moment où elle bougeait vers la porte avec l'intention de partir, son corps se révoltait. C'était comme si la maison savait, comme si elle la retenait là. Les jours se brouillèrent. Après cela, elle cessa d'essayer de partir. Elle allait au travail, rentrait, cuisinait le dîner, mettait son fils au lit.
Mais la maison devint plus audacieuse. Le murmure dans les murs devint plus fort, assez distinct pour qu'elle puisse presque distinguer des mots. Les planchers ne se contentaient plus de monter et descendre. Ils grinçaient en motifs rythmiques, des passe-en-pied, arpentant le couloir dehors sa chambre. Elle commença à entendre des voix la nuit, des conversations chuchotées qui semblaient venir de toutes les directions à la fois. Et puis elle commença à les reconnaître. La voix de sa mère, morte depuis 5 ans, l'appelant par son nom depuis la cuisine. La voix de son ex-mari, basse et menaçante, sifflant depuis l'espace rampant sous les planchers. Sa propre voix, plus jeune, suppliant, implorant quelqu'un d'arrêter. La maison tirait des choses d'elle. Des souvenirs et des peurs et des secrets qu'elle avait enterrés et les lui rejouait dans le noir. Son fils cessa de dormir toute la nuit. Il se réveillerait en hurlant, disant que la dame dans le mur était en colère, qu'elle voulait que Viola reste pour toujours, qu'elle était seule et avait besoin de compagnie. Viola le tenait, le berçait, chuchotait que c'était juste un mauvais rêve, mais elle pouvait le sentir, elle aussi. Le poids de la maison pressant sur eux, les murs se refermant, l'air devenant plus épais. Cela culmina une nuit orageuse fin octobre. Le vent hurlait à travers le creux, faisant claquer les fenêtres, et à l'intérieur de la maison, la respiration était si prononcée que les murs s'expandirent et se contractèrent visiblement, le bois gémissant à chaque inspiration. Viola était allongée dans son lit, paralysée, regardant le plafond s'incurver vers le bas, comme si quelque chose d'énorme était accroupi au-dessus d'elle, pressant son poids contre les poutres. Puis elle l'entendit. Une voix, claire et incontestable, venant du mur à côté de sa tête. « Tu n'as nulle part ailleurs où aller. » C'était la voix de son ex-mari, mais fausse, déformée, superposée avec d'autres voix en dessous. Sa mère, le propriétaire, la sienne. Toutes parlant à l'unisson. « Tu appartiens ici. Tu as toujours appartenu. » Le mur à côté d'elle ondula, le grain du bois se déplaçant, et elle le vit. Un visage pressant à travers de l'autre côté, les traits indistincts mais incontestables, des yeux, une bouche la regardant. Elle essaya de crier, mais aucun son ne sortit. Sa poitrine se serra, l'air dans la pièce trop épais pour respirer. Le visage se pressa plus près, le bois grinçant, se fendant. Et juste comme elle pensait qu'il allait traverser, la porte de la chambre s'ouvrit en volée. Sa sœur se tenait dans l'encadrement, trempée, les yeux fous. « Je te sors de là. » Viola ne se souvint pas clairement de la suite. Sa sœur la traînant du lit. La nausée, la douleur. Sa sœur la portant à moitié vers la voiture, jetant son fils sur la banquette arrière, décollant de l'allée alors que la maison semblait se précipiter en avant. Le porche affaissé, les fenêtres se brouillant de l'intérieur, comme si quelque chose d'énorme venait juste d'expirer. Elle se réveilla 3 jours plus tard dans un hôpital, diagnostiquée avec une psychose sévère induite par le stress, la déshydratation et la malnutrition. Le docteur dit qu'elle avait une rupture mentale, que l'isolement et le traumatisme avaient causé des hallucinations. Sa sœur hocha la tête, mais plus tard quand elles étaient seules, elle se pencha près et chuchota. « Je l'ai vu, moi aussi. » Les fenêtres, elles se sont brouillées de l'intérieur. Par un jour sec, comme si quelque chose respirait là-dedans. Viola ne retourna jamais. Le propriétaire garda son dépôt et dit à sa sœur que la maison avait trouvé un nouveau locataire. Viola ne demanda pas qui. Elle ne voulut pas savoir. Elle déménagea 2 états plus loin, trouva un nouvel emploi, commença une thérapie et essaya de reconstruire à nouveau. Mais certaines nuits, quand le vent se levait et que les murs de son nouvel appartement grinçaient, elle se réveillerait en panique, convaincue qu'elle pouvait l'entendre. Cette respiration lente et rythmée, le son d'une maison inhalant, retenant, exhalant, attendant qu'elle revienne à la maison. Réginald avait grandi en sachant que son père n'était pas un bon homme. Mais cela prit des années avant qu'il ne comprenne exactement à quel point il était mauvais. Son père travaillait pour le comté, une position avec un titre vague qui changeait selon qui demandait. Évaluateur, inspecteur, liaison. La vérité était plus simple et plus laide. Son père collectait de l'argent de gens qui opéraient en dehors de la loi. Ceux qui faisaient fonctionner des décharges illégales dans les creux. Ceux qui dépouillaient le cuivre des mines abandonnées, ceux qui cuisaient de la méthamphétamine dans des caravanes si loin dans les bois que le comté prétendait qu'il n'existait pas. Son père s'assurait que ces gens restaient hors du radar officiel et en échange il le payait. Espèce seulement, pas de reçu, pas de dossier. Réginald avait 12 ans la première fois qu'il accompagna son père dans une tournée de collecte. Son père l'avait pris à l'école un vendredi, dit qu'ils allaient faire un tour et tourna sur une route de terre qui grimpait dans les montagnes jusqu'à ce que le goudron disparaisse entièrement. Ils s'arrêtèrent à une porte rouillée tenue fermée par une chaîne et son père sortit, l'ouvrit sans clé et conduisit à travers comme s'il possédait l'endroit. « Tu restes dans le camion » dit son père. « Tu ne parles pas.
Tu ne regardes personne. Tu restes juste assis ici et tu gardes ta bouche fermée. Tu comprends? Réginald hocha la tête. Il regarda son père marcher vers une caravane double affaissée entourée d'ordures, de pièces de moteur et du genre de débris qui s'accumulaient quand les gens cessaient de se soucier. Un homme sortit, grand et émacié, son visage ombragé par la visière d'une casquette de baseball sale. Ils parlèrent pendant quelques minutes, voix basse que Réginald ne pouvait pas distinguer, et puis l'homme remit à son père une enveloppe. Son père compta les billets là en plein air, hocha la tête et marcha de retour au camion. « Bon garçon, dit son père, glissant derrière le volant. C'est comme ça que ça marche. Il paie, nous partons. Tout le monde reste content. Cela ne se sentait pas comme du bonheur. Cela se sentait comme quelque chose d'aigre et de faux, quelque chose que Réginald pouvait goûter au fond de sa gorge. Mais il avait 12 ans, et son père était le genre d'homme qu'on ne questionnait pas. Alors il garda sa bouche fermée et fixa la fenêtre pendant qu'il conduisait de retour en bas de la montagne. Les tournées devinrent plus fréquentes alors que Réginald vieillissait. Au moment où il eut 16 ans, il était allé à des dizaines d'endroits, tous des variations sur le même thème. Caravanes, cabanes, maisons qui semblaient à un coup de vent de s'effondrer. Son père allait toujours seul à la porte. Revenait toujours avec une enveloppe ou une poignée de main ou occasionnellement un regard dur et une promesse de revenir la semaine prochaine et on verra si tu te souviens où sont tes priorités. Réginald commença à faire attention. Il remarqua des motifs. Les familles que son père visitait étaient toujours pauvres, toujours isolées, toujours le genre de gens qui ne pouvaient pas se payer d'avocat ou ne faisaient pas confiance à la police. Il remarqua que son père gardait un carnet dans la boîte à gants, un petit registre noir avec des noms, des adresses et des montants en dollars écrits d'une écriture serrée. Il remarqua que certains noms avaient des marques à côté d'eux. Des étoiles, des cercles, des croix. Il ne savait pas ce qu'elles signifiaient, mais il savait qu'elles signifiaient quelque chose. C'était un samedi fin d'été que les choses commencèrent à se défaire. Son père l'avait emmené dans une tournée vers un endroit plus profond dans les montagnes qui n'avait jamais été auparavant. Une vallée étroite où la route était plus nid de poule que goudron, et où les arbres poussaient si épais que la lumière du soleil atteignait à peine le sol. Ils se garèrent devant une maison qui semblait avoir été assemblée à partir de bois de récupération et de prière, entourée de voitures rouillées et d'une cour pleine de poulets. Une femme sortit, jeune, peut-être 30 ans, avec un bébé sur la hanche et 2 enfants plus âgés s'accrochant à ses jambes. Elle avait l'air terrifiée. Réginald pouvait le voir dans la façon dont ses mains tremblaient, la façon dont elle gardait à jeter des coups d'œil en arrière à la maison comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un d'autre apparaisse. Son père sortit du camion, marcha vers elle, et commença à parler de cette voix basse et calme qu'il utilisait quand il voulait que les gens pensent qu'il était raisonnable. Réginald baissa sa fenêtre juste assez pour entendre. « Tu sais pourquoi je suis ici ?» dit son père. La femme hocha la tête, sa voix à peine un murmure. « Nous ne l'avons pas. Mon mari, il a perdu son emploi à l'usine. Nous essayons, je le jure, mais nous ne l'avons pas pour l'instant. » Son père sourit, mais il n'y avait pas de chaleur dedans. « C'est malheureux. Tu sais ce qui arrive quand les gens ne paient pas. S'il vous plaît, supplia la femme, sa voix se brisant. Donnez-nous juste un autre mois. Nous vous l'apporterons. Je le promets. » Son père secoua la tête. Les promesses ne paient pas les factures. Tu veux garder cet endroit. Tu veux garder ces enfants. Alors tu trouves un moyen. Ou peut-être que quelqu'un fait un appel aux services sociaux. Peut-être qu'il décide que ce n'est pas un environnement sûr pour des enfants. Le visage de la femme devint pâle. Elle serra le bébé plus fort, les larmes coulant sur ses joues. « Vous ne le feriez pas. Je ne voudrais pas, » dit son père, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. « Mais parfois ces choses arrivent. Des accidents, des tragédies. Tu comprends ?» Il se retourna et marcha de retour au camion, laissant la femme debout la tremblante. Réginald fixa son père alors qu'il montait dans le siège du conducteur, son estomac se tordant. « Pourquoi as-tu dit cela ?» demanda Réginald à propos de prendre ses enfants. Son père le regarda, agacé. « Parce que cela fonctionne. La peur est le seul langage que certaines personnes comprennent. Elle trouvera l'argent. » Mais elle ne le fit pas. 2 semaines plus tard, Réginald entendit son père au téléphone, voix basse, parlant à quelqu'un à propos de la situation là-haut sur Birch Hollow. Il entendit son père dire « Fais-le ressembler à un accident. » Rien de trop évident. Et puis il l'entendit rire, ce rire facile et insouciant, et raccroché. 3 jours après cela, Réginald vit le reportage d'actualité. Un incendie de maison à Birch Hollow. Une femme et ses 3 enfants piégés à l'intérieur. Pas de survivants. Les autorités soupçonnaient un câblage défectueux. Aucune suspicion de jeu criminel. Réginald sentit le fond tomber de son monde. Il se dit que c'était une coïncidence. Cela devait être une coïncidence.
Mais il ne pouvait pas arrêter de penser au visage de la femme. La façon dont elle avait supplié, la façon dont son père l'avait menacé. Il entra dans le bureau de son père cette nuit-là, quand son père dormait, trouva le registre noir et le feuilleta. Il y avait des noms, des dizaines de noms, certains qu'il reconnaissait des reportages d'actualité, des personnes disparues, des morts accidentelles, des accidents de chasse, des incendies de maisons. Tous des gens que son père avait visités. Tous des gens qui avaient refusé de payer ou causé des problèmes. À côté de chaque nom se trouvait une note. Resolute. Gear. Pris en charge. Les mains de Réginald tremblaient tandis qu'il tournait les pages. Il trouva le nom de la femme. À côté, de l'écriture de son père, se trouvait un seul mot. Elamine. Il ferma le registre et le remit exactement où il l'avait trouvé. Il alla dans sa chambre, verrouilla la porte et s'assit au bord de son lit, fixant le mur. Son père ne collectait pas juste de l'argent. Il dirigeait une raquette de protection et quand les gens ne payaient pas, quand il devenait des problèmes, il les faisait disparaître. Réginald ne dormit pas cette nuit-là, ni la suivante. Il commença à surveiller son père plus attentivement, écoutant les appels téléphoniques, notant quand il quittait la maison et où il allait. Il apprit que son père avait des connexions. Des hommes qui faisaient des choses pour de l'argent. Des hommes qui ne posaient pas de questions. Des hommes qui savaient comment faire disparaître un corps dans les montagnes où personne ne le trouverait jamais. C'était un mois plus tard que Réginald surprit la conversation qui confirmait tout. Son père était sur le porche parlant à quelqu'un au téléphone. Sa voix décontractée, relaxée. « Le gamin est un problème », dit son père. Il a vu trop, a commencé à poser des questions. « Nous devons gérer ça. » Il y eut une pause. Waze. Le garçon de la famille Jenkins a disparu mardi dernier. Signalé comme fugueur. Personne ne cherche trop fort. Une autre pause, puis un rire. C'est ce que j'aime chez toi. Efficace, propre, pas de désordre. Réginald sentit son sang se transformer en glace. La famille Jenkins. Il se souvenait d'eux. Une famille que son père avait visitée 2 fois. Une famille avec un adolescent qui avait dévisagé son père la dernière fois qu'ils étaient là. Qui s'était tenu sur le porche avec les bras croisés et avait dit « Vous n'aurez pas un autre sang de nous ». Le garçon avait disparu 3 jours plus tard. La police dit qu'il était un fugueur. Ses parents dirent qu'il ne fuguerait jamais, mais personne n'écouta. Réginald réalisa alors que son père n'avait pas juste menacé des gens. Il avait suivi à travers. Il avait arrangé des disparitions. Il avait ordonné des morts et personne ne l'avait arrêté parce que personne ne savait parce que les gens qu'il ciblait étaient pauvres, isolés, sans pouvoir parce que le système ne se souciait pas d'eux. Cette nuit-là, Réginald prit une décision. Il attendit jusqu'à ce que son père soit parti, entra par effraction dans le bureau et vola le registre. Il photocopia chaque page à la bibliothèque, remit l'original et envoya les copies à un enquêteur d'État avec une note expliquant ce qu'elles étaient. Il ne signa pas son nom. Il n'inclut pas d'adresse de retour. Il laissa juste l'enveloppe dans une boîte aux lettres 2 villes plus loin et pria que ce serait suffisant. Ce ne le fut pas. L'enquêteur regarda dedans. Il y eut des questions, des entretiens, mais son père avait été prudent. Il n'y avait pas de preuves directes, pas de corps, pas de témoins prêts à témoigner. L'affaire s'arrêta silencieusement. Elle fut fermée. Son père ne sut même jamais qu'il avait été enquêté. Réginald quitta la maison le jour de ses 18 ans. Il déménagea 5 États plus loin, changea son nom de famille et essaya de construire une vie qui n'avait rien à voir avec les montagnes ou son père ou le registre noir plein de noms. Mais il ne pouvait pas y échapper. Chaque fois qu'il voyait un rapport de personnes disparues, chaque fois qu'il entendait parler d'une mort suspecte dans une zone rurale, il se demandait. Il se demandait combien d'entre elles étaient des accidents. Combien étaient vraiment juste de la malchance. Et combien étaient des gens comme son père opérant dans l'ombre, intouchables. Des années plus tard, longtemps après que son père soit mort, Réginald reçut un colis par la poste. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule photographie. Elle montrait son père debout dehors une maison que Réginald ne reconnaissait pas, serrant la main d'un homme dont le visage avait été flouté. Au dos, d'une écriture que Réginald ne reconnaissait pas, se trouvait un message. Il n'était pas le seul. Ils sont toujours là-bas. Reginald brûla la photographie. Il déménagea à nouveau. Il changea son numéro. Mais il ne cessa jamais de regarder par-dessus son épaule parce qu'il connaissait la vérité. Son père avait fait partie de quelque chose de plus grand, un réseau, un système. Et les systèmes ne meurent pas juste parce qu'un homme meurt. Certaines nuits, quand le téléphone sonnait et qu'il n'y avait personne à l'autre bout, Réginald resterait très immobile et écouterait le silence. Et dans ce silence, il l'entendrait. Le faible écho de la voix de son père, calme et raisonnable, faisant des affaires, émettant des menaces,
arrangeant des tragédies. Et il se demanderait, pas pour la première fois, si le système savait qu'il avait essayé de l'exposer, si quelque part dans un registre qu'il ne verrait jamais, son nom avait été écrit, marqué, noté, classé pour un jour où quelqu'un déciderait qu'il était devenu un problème. Il ne le découvrit jamais, mais il ne cessa jamais d'attendre. Margaret avait randonné dans l'arrière-pays appalachien depuis 15 ans, assez longtemps pour savoir que les sentiers n'apparaissaient et ne disparaissaient pas juste comme ça. Les cartes étaient fiables. Les coordonnées GPS étaient fixes. Le paysage ne se réarrangeait pas du jour au lendemain, mais le sentier de dérivation au sommet de Ridgeback enfreignait chaque règle qu'elle avait apprise. Et au moment où elle comprit ce qui se passait, il était presque trop tard pour en sortir. Elle le trouva la première fois par accident. C'était début octobre, les feuilles commençant juste à tourner, et elle avait fait une randonnée solo d'une nuit sur une section de sentier qu'elle avait parcourue une douzaine de fois auparavant. Elle connaissait chaque lacet, chaque point de vue, chaque endroit où le sentier se rétrécissait et où vous deviez faire attention à votre pied. Mais cet après-midi-là, alors qu'elle prenait un virage familier, elle vit quelque chose de nouveau. Une ouverture dans les arbres, une étroite ouverture dont elle était certaine n'avait pas été là auparavant. La curiosité l'emporta sur elle. Elle quitta le sentier principal et se fraya un chemin à travers les broussailles, s'attendant à trouver rien de plus qu'un sentier de serre ou une vieille coupe forestière. Au lieu de cela, elle trouva un sentier, un vrai sentier lissé par le passage de pieds marqué par des cairns et des marques effacées sur les arbres. Il grimpait abruptement en montant, serpentant à travers une forêt dense, et après 20 minutes d'escalade régulière, elle émergea dans une clairière. Au centre de la clairière se dressait une vieille tour de guet d'incendie. C'était une relique des années 60, tout rouille et bois pourri, le genre de structure que le service forestier avait abandonné des décennies plus tôt et n'avait jamais pris la peine de démolir. Margaret s'approcha lentement, ses bottes crissant sur le gravier qui entourait la base. L'échelle métallique menant au pont d'observation était encore intacte, bien que striée de rouille, et les fenêtres en haut étaient brisées, leur cadre vide et béant. Ce qui attira son attention, cependant, étaient les gravures. Les supports en bois étaient couverts d'œufs, des noms et des dates griffés dans le grain avec des couteaux ou des clous. Elle passa ses doigts dessus, lisant John Mersey, 1978. Sarah Whitfield, 1983. David Lang, 1991. Certains des noms étaient familiers. Elle les avait vus auparavant dans des articles de presse, dans des bases de données de personnes disparues. Des gens qui avaient disparu en randonnant dans cette zone, des gens qui n'avaient jamais été trouvés. Margaret sortit son téléphone et prit des photos. Elle marqua les coordonnées GPS. Elle se dit qu'elle le signalerait quand elle retournerait en ville, que c'était peut-être une sorte de site commémoratif, un endroit où les gens venaient pour se souvenir des disparus. Mais alors qu'elle se tenait là, le soleil s'enfonçant plus bas, les ombres s'allongeant, elle sentit une picotée d'inquiétude ramper le long de sa colonne vertébrale. La clairière était trop silencieuse. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, juste le léger grincement de la tour se balançant dans un vent qu'elle ne pouvait pas sentir. Elle partit rapidement, retrouvant ses pas le long du sentier de dérivation et de retour au chemin principal. Mais quand elle vérifia son GPS plus tard cette nuit-là, les coordonnées qu'elle avait marquées n'avaient pas de sens. Elle plaçait la tour de guet 3 km à l'est de là où elle avait été, dans une zone que la carte montrait comme une ligne de crête infranchissable. Elle se dit que c'était un dysfonctionnement. Le GPS n'était pas parfait dans les montagnes. Les signaux rebondissaient, les lectures dérivaient. Cela ne signifiait rien, mais elle ne pouvait pas arrêter de penser à cela. Les noms, les personnes disparues, le Silence. Une semaine plus tard, elle retourna, déterminée à trouver le sentier à nouveau et à le documenter correctement. Elle conduisit jusqu'à la même tête de sentier, se gara au même endroit, et commença à randonner. Elle atteignit le virage où elle avait vu l'ouverture, mais elle n'était pas là. Elle passa devant 2 fois, vérifiant son GPS, ses notes écrites, ses photos. Le paysage correspondait. Les arbres étaient les mêmes, mais l'ouverture avait disparu. Elle passa 1 heure à chercher, se frayant un chemin à travers les broussailles, cherchant des cairns ou des marques ou tout signe du sentier qu'elle avait parcouru. Rien. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Frustrée, elle continua sur le sentier principal, se disant qu'elle s'était trompée d'endroit, qu'elle était plus loin qu'elle ne se souvenait. Et puis 2 kilomètres plus loin, elle le trouva. L'ouverture, le sentier de dérivation, les cairns, exactement comme cela avait été avant, mais dans un endroit complètement différent. Cette fois, elle marqua l'endroit avec du ruban de balisage, attacha des bandes orange vif autour de 3 arbres à l'entrée, et prit des dizaines de photos. Elle grimpa jusqu'à la tour de guet, confirma que c'était la même structure, et ajouta sa propre marque au support en bois, juste ses initiales et la date gravée assez profondément pour durer. Puis elle prit d'autres relevés GPS, les écrivit dans 2 carnets séparés,
et reprit son chemin. Un mois plus tard, elle retourna avec une amie, une autre randonneuse, qui avait ri quand Margaret avait essayé d'expliquer. Le ruban de balisage avait disparu. L'entrée du sentier était à un troisième endroit, un quart de mille au sud de là où elle avait été, du côté opposé d'un ravin qu'elle se souvenait distinctement avoir traversé la dernière fois. Son amie voulut faire demi-tour. Dit que Margaret était confuse. Dit que peut-être elle devrait prendre une pause des randonnées solo. Mais Margaret insista. Elle savait ce qu'elle avait vu. Elle savait que le sentier était réel. Ils trouvèrent la tour de guet à nouveau. Les gravures étaient toujours là, incluant les initiales de Margaret. Mais cette fois, il y avait plus de noms, des frais. Taillés dans le bois si récemment que la sève était encore collante. Des noms de gens que Margaret reconnaissait. Des randonneurs qui avaient disparu au cours du dernier mois. Des gens dont les visages étaient sur des prospectus au kiosque de tête de sentier. Leur famille cherchait encore, espérant encore. Son amie les vit aussi. Elle devint pâle, sortit son téléphone et commença à prendre des photos. « Nous devons signaler cela, dit-elle, sa voix tremblante. C'est une preuve. Quelqu'un fait cela. » Mais quand ils retournèrent en ville et essayèrent de télécharger les photos, chaque fichier était corrompu. Des écrans noirs, des messages d'erreur. Les données GPS étaient des absurdités. Des coordonnées qui les plaçaient au milieu d'un lac ou au sommet d'une montagne qu'ils n'avaient jamais grimpée. Les carnets de Margaret étaient encore intacts. Mais quand elle regarda les pages où elle avait écrit les coordonnées, l'encre avait bavé, les nombres illisibles, comme si quelqu'un avait renversé de l'eau dessus. Son amie refusa de retourner. Elle cessa de répondre aux appels de Margaret. Quand Margaret essaya de déposer un rapport auprès du service forestier, le garde forestier la regarda avec une pitié à peine dissimulée et suggéra qu'elle pourrait être en train de souffrir du mal des montagnes ou de la déshydratation. Personne ne la crut. Personne ne voulut la croire. Margaret retourna seule encore et encore. Elle trouva le sentier chaque fois, mais jamais au même endroit. L'entrée bougeait. Le chemin dérivait. Parfois cela lui prenait 1 heure d'atteindre la tour. Parfois cela prenait 3. La distance changeait, le terrain changeait, même la tour elle-même semblait différente, l'angle de la tour légèrement décalé, les gravures réarrangées, des noms apparaissant et disparaissant entre les visites. Et puis elle commença à perdre du temps. Elle partirait à midi, randonnerait pendant ce qui semblait être 1 heure, et vérifiait sa montre pour trouver qu'il était déjà le soir. Elle grimperait à la tour à l'aube et descendrait dans l'obscurité, même si le soleil aurait dû être encore haut. Son corps se sentait faux quand elle revenait, épuisée au-delà de toute raison. Ses bottes croûtaient de bout d'endroit dont elle ne se souvenait pas d'avoir marché jusqu'à. Des égratignures sur ses bras et ses jambes qu'elle ne pouvait pas expliquer. C'était lors de son 7e voyage qu'elle remarqua le motif. Chaque fois qu'elle atteignait la tour, elle trouvait des gravures fraîches. Et chaque fois les noms étaient des gens qui disparaîtraient dans la semaine suivante. Ce n'était pas un mémorial. C'était une liste, un registre, une file d'attente. Elle commença à prendre des photos des noms et à les recouper avec les rapports de personnes disparues. La corrélation était parfaite. Chaque nom qu'elle photographiait apparaissait dans les nouvelles dans les jours qui suivaient. Des randonneurs, des campeurs, des gens qui avaient été dans la zone et avaient simplement disparu. Les autorités les appelaient des accidents, de l'exposition. Des gens qui s'étaient égarés du sentier et s'étaient perdus. Mais Margaret savait mieux. Ils avaient été ici. Ils avaient trouvé le sentier. Ils avaient gravé leur nom. Et puis ils avaient disparu. La dernière fois que Margaret retourna, c'était décembre. Le sentier était couvert de neige, les arbres nus et squelettiques. Elle trouva l'entrée facilement cette fois, comme s'il avait été en train de l'attendre. L'escalade était plus dure dans le froid, son souffle formant de la buée, ses doigts engourdis même dans des gants. Quand elle atteignit la tour était silencieuse, le vent immobile, la clairière vide. Elle marcha vers les supports en bois et regarda les gravures. Il y en avait des centaines maintenant, superposées les unes sur les autres, certaines si vieilles qu'elles étaient à peine visibles, d'autres fraîches et aiguës. Elle les balaya, cherchant de nouveaux noms. Et puis elle le vit à hauteur des yeux, gravé en lettres plus profondes et plus délibérées que toutes les autres. Son propre nom, Margaret Stillwell, et à côté, la date d'aujourd'hui. Son cœur s'arrêta. Elle ne l'avait pas gravé. Elle en était certaine. Elle s'en serait souvenue, mais il était là, son nom, sa date, aussi frais comme si quelqu'un venait juste de finir de le tailler. Elle se retourna et courut. Elle ne se souciait pas de le documenter, ne se souciait pas des photos ou du GPS ou des preuves. Elle courut juste, trébuchant le long du sentier, glissant sur la glace, les branches fouettant son visage. La forêt sembla se refermer autour d'elle, le sentier se rétrécissant, se tordant,
la menant dans des directions qu'elle ne reconnaissait pas. Elle continua de courir, ses poumons brûlants, ses jambes hurlant jusqu'à ce qu'elle éclate sur une route goudronnée qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un camion s'arrêta. Un homme plus âgé, local, demanda si elle allait bien. Elle grimpa dedans, tremblante, et lui dit de conduire. Il demanda où elle voulait aller et elle dit « N'importe où, juste loin d'ici. S'il vous plaît, conduisez juste. » Il l'emmena à une station-service 2 villes plus loin. Elle appela une amie pour venir la chercher et elle ne retourna jamais. Mais le sentier ne l'oublia pas. Un mois plus tard, elle reçut un colis, pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un morceau de bois, coupé brut avec une gravure dessus. Son nom, la date, et en dessous, un seul mot. Bientôt. Elle le brûla, elle déménagea, elle changea son numéro. Elle cessa complètement de randonner. Mais certaines nuits, quand elle fermait les yeux, elle était de retour dans la clairière, debout à la base de la tour, regardant les noms se multiplier. Regardant son propre nom pulser et briller comme s'il était éclairé de l'intérieur. Et dans la distance, juste au-delà de la ligne des arbres, elle pouvait les voir. Des silhouettes, des dizaines d'entre elles, debout parfaitement immobiles, attendant, regardant, toutes portant les visages des gens dont les noms étaient gravés dans le bois. Elle n'apprit jamais ce que le sentier voulait. Elle n'apprit jamais pourquoi il bougeait ou comment il choisissait ses victimes. Elle sut seulement qu'il était encore là-bas, attendant la prochaine personne assez curieuse pour le suivre, le prochain nom à ajouter au registre. Et quelque part au fond d'une forêt qui se réarrangeait comme un puzzle sans solution, une tour de guet se dressait dans une clairière qui existait et n'existait pas, marquant les disparus, comptant les perdus, gardant un registre que personne ne lirait jamais. Alfred avait hérité de la cabane d'un oncle dont il se souvenait à peine, un homme qui avait vécu seul au sommet de Sawyer Ridge pendant 40 ans sans se plaindre et était mort sans cérémonie. L'avocat qui gérait la succession fit clairement comprendre que personne d'autre dans la famille ne la voulait. Trop isolé, trop délabré, trop de travail pour trop peu de valeur. Alfred, fraîchement divorcé et désespéré pour un changement, signa les papiers sans poser de questions. Il supposa que l'isolement était exactement ce dont il avait besoin. Un endroit où personne ne le connaissait. Un endroit où il pourrait disparaître un moment et comprendre qu'il était censé être maintenant que son ancienne vie s'était effondrée. La cabane se trouvait au très sommet de la crête, accessible seulement par une route de terre si raide et cabossée qu'Alfred heurta le fond de sa voiture 2 fois lors du premier voyage. La structure elle-même tenait à peine debout, une cabane de 2 pièces affaissées avec un toit de métal rouillé et des fenêtres tellement encrassées de crasse qu'elle semblait givrée. Mais la vue était époustouflante. Du porche, il pouvait voir 3 vallées, des couches de montagnes s'estompant dans la brume bleue. Et la nuit, les étoiles étaient si épaisses qu'elles ressemblaient à de la neige éparpillée sur du velours noir. Il emménagea un mardi fin septembre. Le voisin le plus proche de lui, un homme plus âgé nommé 8, qui vivait 1 kilomètre en bas de la crête, s'arrêta ce premier soir avec un bocal de quelque chose de trouble et alcoolique. Ils s'assirent sur le porche, et 8 posa les questions habituelles. D'où venait Alfred? Qu'est-ce qu'il avait amené ici? Combien de temps comptait-il rester? Alfred garda ses réponses vagues. 8 hocha la tête, sirotant du bocal, et puis dit, presque comme une après-pensée. Si tu entends du chant la nuit, n'y réponds pas. Alfred fronça les sourcils. Du chant? 8 hocha la tête, son expression sérieuse. De vieux hymnes, surtout des chants de réveil. Ressemble à une chorale d'église, mais il n'y a pas d'église ici-bas. N'y en a pas eu depuis 60 ans. Les gens disent que ce sont des fantômes. Les gens disent que c'est la montagne. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que tu n'y réponds pas. Tu entends ton nom. Tu restes à l'intérieur. Tu entends frapper. Tu n'ouvres pas la porte. Tu le laisses juste passer. Alfred rit, supposant que c'était une sorte d'accueil local, une histoire de fantôme pour effrayer le nouveau venu. 8 ne rit pas. Il finit juste sa boisson, posa le bocal sur la rambarde, et partit sans un autre mot. Les premières semaines furent calmes. Alfred passa ses journées à nettoyer, à boucher des trous, à remplacer des planches qui avaient pourri. Il transporta des ordures en bas de la montagne dans son camion, débroussailla autour de la cabane, et fit lentement l'endroit habitable. La nuit, il s'asseyait sur le porche avec une bière et écoutait le silence. Ce n'était pas le silence de la ville, où le calme était juste l'absence de bruit. C'était un silence plus profond, quelque chose de vieux et de patient, le genre de silence qui avait du poids. Il n'entendit pas le chant avant la 3e semaine. Cela le réveilla juste après 3 heures du matin, faible et lointain, dérivant à travers les planchers comme si cela venait de quelque part sous la cabane. Il s'assit dans son lit, le cœur martelant, et écouta. C'était un hymne. Il ne reconnaissait pas les mots, mais la mélodie était incontestable, lente et lugubre, chantée par plusieurs voix en harmonie approximative.
Il sortit du lit et marcha vers la fenêtre. La crête était sombre, pas de lumière nulle part, la forêt une masse noire solide sous un mince croissant de lune. Le chant continua, montant et descendant, et il réalisa avec un frisson que cela ne venait pas d'en bas. Cela venait de dehors, des bois, de partout et de nulle part à la fois. Il resta à la fenêtre pendant 10 minutes, écoutant jusqu'à ce que l'hymne s'efface en silence. Puis il retourna au lit et resta éveillé jusqu'à l'aube, se disant que c'était une radio, un service d'église lointain. Le son voyageant étrangement dans les montagnes. Il ne le croyait pas, mais il avait besoin du mensonge. Le chant revint 3 nuits plus tard. Même heure, même hymne. Cette fois il ne sortit pas du lit. Il resta juste là, fixant le plafond, écoutant les voix gonfler et s'effacer. Elles étaient plus claires maintenant. Il pouvait distinguer des parties individuelles. Une basse profonde, un soprano aigu et tremblant, un ténor rugueux qui se brisait sur les notes hautes. Elle semblait humaine. Elle semblait réelle. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle. Quelque chose juste légèrement décalé, comme un enregistrement joué à la mauvaise vitesse. Cela arriva à nouveau 2 nuits après cela. Et puis à nouveau, toujours à 3 heures du matin, toujours le même hymne ou des variations de celui-ci. De vieux chants de réveil qu'il se souvenait à moitié des services d'église de son enfance. Il commença à laisser la lumière du porche allumée, pensant que cela pourrait aider. Cela n'a pas aidé. Il commença à dormir avec les fenêtres fermées et verrouillées. Cela n'a pas aidé non plus. Le chant s'infiltrait à travers les murs, à travers le plancher, à travers les interstices des planches, remplissant la cabane jusqu'à ce que cela semble que les voix étaient à l'intérieur de sa tête. Il confronta 8 à ce sujet 1 semaine plus tard, l'attrapant en bas de la crête. Le chant, dit Alfred. Tu avais raison. Je l'ai entendu. Qu'est-ce que c'est? Le visage de 8 devint soigneusement neutre. Je t'ai dit, n'y réponds pas. Ne va pas chercher. Laisse-le juste être. Mais qu'est-ce que c'est? Insista Alfred. Des fantômes. Une sorte d'enregistrement. 8 secoua la tête. Plus vieux que des fantômes. Cette crête avait une église avant la guerre civile. De grandes réunions de réveil, des services sous tente, le tout entier. Ils disent que quelque chose est arrivé pendant l'une de ces réunions. Un prédicateur prétendait qu'il pouvait invoquer l'esprit, faire parler les gens en langue, guérir les malades, mais il invoqua autre chose à la place. Quelque chose qui prit les voix de la congrégation et ne les rendit jamais. Les gens sortirent de cette tente silencieux, ne pouvaient pas prononcer un mot, se tenaient juste là, bouche ouverte, rien ne sortant. Ils disent que les voix restèrent derrière, piégées dans la montagne, chantant encore. Alfred le fixa. C'est insensé. 8 haussa les épaules. Peut-être, mais tu l'entends, n'est-ce pas? Et je te parie quoi que ce soit que cela devient plus fort. Il avait raison. Le chant devenait plus fort chaque nuit. Ce qui avait commencé comme un murmure faible devint un chœur à pleine voix, assez fort pour qu'Alfred puisse l'entendre même pendant la journée. Un bourdonnement lointain au bord de sa conscience. Il commença à voir des choses aussi. Des ombres à la ligne des arbres qui bougeaient quand il ne regardait pas. Des flashs de formes pâles debout, juste au-delà de la portée de la lumière du porche. Une fois dans les premières heures avant l'aube, il regarda par la fenêtre et vit une foule d'entre elles. Des dizaines de silhouettes translucides debout dans la cour, leurs bouches ouvertes, leurs têtes inclinées en arrière, chantant en parfait unisson. Il essaya de partir. Il emballa ses affaires, chargea le camion, et fit la moitié du chemin en bas de la crête avant que la route s'effondre. Un affaissement, dit le comté plus tard, probablement dû à d'anciennes activités minières. Complètement impraticable. Cela prendrait des semaines à réparer. Alfred n'avait pas d'autre choix que de faire demi-tour et attendre que cela se passe. Le chant s'arrêta la nuit où il renonça à partir. Il se coucha s'attendant à l'hymne habituel, mais la cabane resta silencieuse. Il resta éveillé, tendo. Écoutant, mais il n'y avait rien. Pas de voix, pas d'ombre, juste le vent dans les arbres et le grincement des vieilles planches se stabilisant. Puis, à exactement 3 heures du matin, il entendit quelque chose de nouveau. Une seule voix, basse, proche, juste à côté de son oreille. Cela fredonnait. Pas un hymne, juste une mélodie sans tonalité errante. Le genre de son que quelqu'un faisait quand il pensait à autre chose. Il ouvrit les yeux et ne vit rien, mais il pouvait le sentir. Une présence, un poids sur le bord du lit, pressant le matelas vers le bas. Le fredonnement continua, et puis très doucement, cela parla. Son nom, Alfred. Il ne bougea pas, ne respira pas. L'avertissement de 8 résonnait dans sa tête. N'y réponds pas, n'y réponds pas, n'y réponds pas. La voix essaya à nouveau, plus près cette fois, le son vibrant contre son oreille. Alfred,
Finstehors. Nous avons attendu. Son corps lui criait de courir, de hurler, de faire quoi que ce soit, mais il resta parfaitement immobile, les yeux verrouillés sur le plafond, les mains serrées dans les draps. La présence s'attarda pendant ce qui sembla être des heures, fredonnant, chuchotant, se pressant plus près. Puis finalement, elle se retira. Le poids sur le lit se leva. L'air devint plus léger et la cabane retomba dans le silence. Il ne dormit pas le reste de la nuit. À l'aube, il sortit sur le porche épuisé et regarda la cour. L'herbe était piétinée à plat dans un large cercle comme si des dizaines de pieds y avaient été debout toute la nuit, se balançant sur place, et gratté dans la terre, écrit en lettres d'1 mètre de haut, se trouvait un message. Bientôt. Le chant ne revint pas. Pas cette nuit ni la suivante. Mais Alfred pouvait les sentir attendre, regarder. Chaque fois qu'il sortait dehors, il sentait des yeux sur lui. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait le faible écho d'hymne juste en dessous du seuil de l'audition. Son téléphone cessa de fonctionner. Son camion ne démarrait pas. La route était toujours bloquée. Il était piégé. C'était la 7e nuit de silence qu'il se réveilla au son de la porte qui s'ouvrait. Pas forcé, pas brisé, juste le loquet cliquetant doucement, les charnières grinçant, la porte s'ouvrant lentement vers l'intérieur. Il s'assit, son cœur martelant, et les vit, les silhouettes translucides, des dizaines d'entre elles, debout dans l'encadrement de la porte, dans la cour au-delà, encombrant le porche, leurs visages vides, leurs bouches ouvertes. Le chant commença à nouveau, mais cette fois ce n'était pas lointain. C'était à l'intérieur de la cabane, à l'intérieur de sa tête. Des voix aiguës superposées et discordantes, tirant sur lui, l'appelant, l'exigeant. Il essaya de crier, mais sa voix ne vint pas. Sa gorge travaillait, mais aucun son n'en sortait. Les silhouettes se rapprochèrent, leurs mains tendues, et il réalisa avec horreur qu'elles n'essayaient pas de le prendre. Elles essayaient de lui donner quelque chose. Leurs voix sans fin piégées. Et une fois qu'il les prendrait, une fois qu'il ouvrirait sa bouche et les laisserait entrer, il deviendrait comme elles. Une autre silhouette silencieuse debout dans le noir, bouche ouverte, chantant des hymnes qu'aucune personne vivante n'entendrait jamais. La dernière chose dont Alfred se souvint fut le toucher froid de mains translucides sur son visage, des doigts pressant contre ses lèvres, écartant sa bouche. Puis les voix se précipitèrent à l'intérieur. Une inondation de sons et de syllabes. Des hymnes et des prières et des cris tous enchevêtrés ensemble, remplissant sa gorge, ses poumons, son crâne, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour ses propres pensées. Ils le trouvèrent 3 semaines plus tard, quand la route fut finalement réparée. Il était debout dans la cour pieds nus, fixant le ciel, sa bouche pendant ouverte. Il ne répondit pas quand ils appelèrent son nom. Ne réagit pas quand ils le touchèrent. Il resta juste là, se balançant. Légèrement. Et quand ils l'eurent finalement mis dans une ambulance et l'emmenèrent en bas de la montagne, il ne cligna pas des yeux, ne ferma pas sa bouche, ne fit pas de bruit. Le docteur dit que c'était une rupture psychotique, l'isolement, le stress. La cabane fut condamnée, trop dangereuse pour être habitée. 8, quand on lui demanda, secoua juste la tête et dit qu'il l'avait averti. C'est ce qui arrive quand tu réponds. Alfred ne parla plus jamais. Il vit dans un établissement maintenant, un endroit pour les gens dont les esprits sont allés quelque part où les docteurs ne peuvent pas suivre. Il s'assied près de la fenêtre la plupart des jours, sa bouche légèrement ouverte, ses yeux sans focus. Et parfois tard la nuit, le personnel l'entend. Un faible son venant de sa chambre, chantant de vieux hymnes, des chants de réveil chantés d'une voix qui n'est pas tout à fait la sienne, superposés avec des dizaines d'autres harmonisant dans le noir. Et quand il vérifie sur lui, il est toujours dans la même position, debout, fixant, bouche ouverte, silencieux sauf pour le cœur qui chante à travers lui. Les voix de la crête appelant encore, attendant encore la prochaine personne assez folle pour répondre. Merci d'avoir regardé cet épisode de Fearful. Ces 9 histoires ne sont qu'un aperçu des mystères qui attendent dans les montagnes de l'Appalache profonde, où l'histoire s'accumule comme des feuilles mortes et où certaines choses ne sont jamais vraiment enterrées. Si ces récits vous ont troublé, si vous sentez le poids de ces collines anciennes sur votre poitrine, alors nous avons fait notre travail. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu d'horreur vrai. Et rappelez-vous, dans les endroits où la civilisation s'efface et où la nature sauvage reprend le dessus, il y a des raisons pour lesquelles les cartes laissent certaines zones vierges. Il y a des raisons pour lesquelles les habitants parlent à voix basse après la tombée de la nuit. Et il y a des raisons pour lesquelles, quand vous entendez votre nom appelé des bois sombres, vous ne répondez jamais. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez prudents, et n'oubliez jamais que certains fichiers sont mieux laissés fermés.